Ok, est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui, Oui, oui. très bien. Donc, bienvenue à tous pour ce cinquième et dernier webinaire de l'année 2025 consacré au tourisme durable et à donc, différentes thématiques qu'on a travaillées ici à la Fédération des parcs naturels. Donc, on est parti pour plus ou moins 2 heures de webinaire sur la thématique de la participation citoyenne. Je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue Charlotte qui va vous présenter un peu les projets de la Fédé au niveau du tourisme et qui présentera ensuite les différents intervenants de cette matinée. Et juste avant que Charlotte commence, je voulais aussi rappeler que comme pour les autres webinaires, vous avez la possibilité de poser des questions. Et pour ça, on vous propose de les noter dans le chat. Donc, c'est en allant sur l'onglet Conversation qui est tout au-dessus à gauche de votre barre d'onglet. Et là, vous pouvez déposer vos questions par écrit. Comme ça, moi, je les compile, je les remets un peu par thématique et puis je les poserai après aux intervenants si ce fonctionnement-là est OK pour vous. Du coup, j'enchaîne. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire consacré à l'implication citoyenne dans les stratégies de tourisme durable. Alors, comme Elodie le disait, c'est notre cinquième webinaire sur la thématique. On en a eu 4 autres, donc la création et la gestion des aires de bivouac en Wallonie, les stratégies de tourisme durable, la mise en tourisme d'espaces naturels riches en biodiversité et le quatrième sur les labels touristiques. Ces 4 webinaires sont visionnables à nouveau sur notre site web, donc parcnatureldeWallonie.be/tourisme-durable. Alors, ces webinaires, en fait, sont organisés dans le cadre d'un projet plus large mené par la Fédération depuis 2019 avec le soutien de Tourisme Wallonie. Le but du projet est d'accompagner le développement du tourisme durable en Wallonie et particulièrement du tourisme nature. Dans ce cadre-là, on a également produit des brochures que vous voyez ici sur la gauche et des capsules vidéo qui sont également, qui sont également consultables sur notre site web. On accompagne également la mise en tourisme de réserves naturelles et on accompagne 4 parcs naturels dans un processus de reconnaissance de la Charte européenne du tourisme durable qui est portée par Europarc, notre fédération européenne des parcs naturels et nationaux. Alors, un petit rappel du coup rapide de ce qu'on entend par tourisme durable. J'imagine que la plupart le savent, mais du coup, ça suit la même structure que le développement durable, donc c'est-à-dire une rencontre entre les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Le but, particulièrement dans le cadre du tourisme, est de limiter les impacts négatifs sur ces 3 composantes, mais c'est également et surtout, en fait, et on l'oublie souvent, de maximiser les impacts positifs, à la fois au niveau économie locale, au niveau de la population locale et de la culture, mais aussi de l'environnement et de la biodiversité. Alors, ce webinaire est consacré à l'implication citoyenne dans le tourisme durable et pour ça, en fait, on a besoin de savoir en premier lieu à quelle échelle de territoire on travaille. Donc, il y a 3 échelles possibles, celle de l'établissement touristique, donc restaurant, hôtel, etc. Où là, en fait, on peut mener des actions de tourisme durable sur ces 3 composantes, notamment sur la composante économique, par exemple, d'acheter des produits locaux, d'engager des gens qui viennent du coin. Sur la composante environnementale, bah, généralement, c'est le label Clé verte, etc. C'est réduire son empreinte carbone, son impact sur la biodiversité. Ça peut être aussi réduire les nuisances vis-à-vis du voisinage pour l'impact social. Ça, c'est l'échelle de l'établissement touristique. Ensuite, on passe à l'échelle du site touristique qui, en fait, comprend soit un itinéraire, soit une attraction et peut comprendre aussi en son sein des établissements touristiques. Donc, c'est une échelle un peu plus large. Et là, en fait, du coup, on a un ensemble d'enjeux qui sont plus larges que simplement l'établissement. On peut agir sur plein d'actions possibles sur les 3 composantes. Et alors, on peut encore monter plus haut à l'échelle communale ou pluricommunale avec l'élaboration de plans d'action et de stratégies. Alors, en parallèle de ça, il y a du coup 3 niveaux d'intégration du tourisme durable qui vont être utiles pour cerner ou intégrer l'implication citoyenne dans nos actions. Donc, si on est à l'échelle d'un établissement ou d'un site touristique,
on peut mener, si on n'est pas à l'aise et que c'est tout nouveau pour nous, simplement ajouter 2, 3 actions de tourisme durable au projet global touristique, je veux dire. Donc, comme je le disais, donc ajouter, décider d'acheter pour le restaurant, par exemple, des produits locaux, ou si on a une propriété privée avec des circuits touristiques et une zone sensible d'un point de vue biodiversité, de décider de canaliser en fait le flux touristique pour préserver la biodiversité à cet endroit. Ça, c'est un exemple d'action ponctuelle. Ensuite, on peut décider, si on est à l'aise depuis plusieurs années avec ces 2, 3 actions qu'on a mis en œuvre, d'aller plus loin et de faire un plan d'action dédié au tourisme durable, où là, on va avoir toute une série d'actions cohérentes sur les 3 thématiques, à l'échelle soit du site, de l'établissement, ou d'un territoire communal ou pluricommunal à ce moment-là. Et alors, l'étape finale, c'est l'intégration complète, en fait, c'est l'étape de la stratégie touristique durable, où là, en fait, c'est plus complet, c'est plus gourmand en temps et en moyens financiers aussi. Et donc, généralement, on le fait à l'échelle d'un territoire plus large. Donc, ça comprend une phase d'état des lieux et de diagnostic, une phase d'élaboration en elle-même de la stratégie, donc de la vision, hein, et du plan d'action. Et ensuite, une phase de monitoring, donc de la mise en œuvre, suivi de la mise en œuvre et des résultats, et une phase d'évaluation des impacts, mais aussi une évaluation ponctuelle globale de la stratégie. Alors, si je vous présente tout ça, en fait, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'implication citoyenne, elle peut se faire à ces différents niveaux, en fait, que ce soit le niveau de base des 2, 3 actions, le niveau du plan d'action ou le niveau de la stratégie globale. Et c'est ce qu'on va voir juste ici. Donc, qu'on soit en fait à l'échelle d'un établissement touristique ou à l'échelle d'un territoire pluricommunal, on peut en fait facilement développer l'implication citoyenne au travers de création d'offres touristiques citoyennes. Donc, l'idée, c'est de proposer aux citoyens d'être acteur en fait d'une expérience touristique en partageant par exemple une expertise, donc quelqu'un qui va partager son expertise en artisanat ou quelqu'un qui va faire des guidances nature ou des contes en forêt ou des activités musicales à destination des touristes. On peut avoir aussi de l'implication citoyenne plutôt dans l'accompagnement et dans la guidance des touristes dans les milieux naturels. Donc ça, c'est le projet de Stewart Nature qui va vous être présenté ici en deuxième partie. Et on a également une possibilité bon, c'est des exemples, hein, mais bon, il y a un autre exemple qui est de proposer que les citoyens en fait fassent de la vérification des circuits, donc du balisage, comme ça se fait à certains endroits déjà en Wallonie. Alors, si on passe ensuite à l'étape de la transition, donc du plan d'action, là, on a en fait une possibilité en plus parce que généralement, quand on met en œuvre un plan d'action ou une stratégie de tourisme durable, on- ce qui est recommandé, c'est d'impliquer l'ensemble des parties prenantes et donc des citoyens. Et donc, généralement, il y a de la consultation citoyenne, soit ponctuelle, via des consultations en ligne ou des boîtes à idées, soit de la consultation semi-permanente ou permanente via des forums ou des comités citoyens. Et c'est le deuxième exemple qui va vous être présenté ici, le premier plutôt, parce que le steward sera en deuxième partie, qui va vous être présenté ici dans la deuxième partie du webinaire. Et alors, si on monte encore, donc au niveau de la stratégie, là, en fait, plus on monte, plus il y a de complexité. Là, on a du coup toute la phase de monitoring et évaluation, où aussi peuvent s'impliquer des citoyens. On y pense peut-être un peu moins, mais il y a pas mal de gens qui ont de l'expertise en biodiversité qui peuvent s'impliquer dans le suivi des impacts, donc dans le monitoring de la faune et la flore, dans le monitoring aussi des flux touristiques, et aussi participer à la mise en œuvre des enquêtes visiteurs et résidents, par exemple. Alors, du coup, on va passer à la présentation du coup des intervenants. Donc, on a, comme Élodie le disait, une première partie qui sera consacrée au comité citoyen du Parc national de la vallée de l'Asmois. Donc, l'idée, c'est de vous présenter comment c'est construit, en fait, ce comité citoyen et son fonctionnement. Et du coup, ici, on est dans ce qui est l'implication citoyenne au niveau de la consultation. Donc, ça vous sera présenté par Sophie Lebrun du Parc national et Marie Berthollet de la Fabrique éco-citoyenne qui accompagne, en fait, la co-construction de ce comité citoyen. Et puis en deuxième partie, on aura le projet Steward du parc naturel Haute-Fagne-Eifel qui sera présenté par Stéphane Califis, donc qui porte le projet au niveau du parc naturel, et Thomas Wisley du DNF, donc cantonnement de Malmedy. Et alors on aura 2 stewards qui viendront témoigner, donc qui sont ici présents, Christine et Alain, donc Christine Gillet et Alain Van der Kamen. Donc je laisse du coup la parole, je vais du coup départager, laisser la parole à Sophie.
Namur et au cœur de 2 parcs naturels, donc celui de la Gaume et celui de l'Ardenne méridionale. Alors, c'est un territoire exceptionnel qui comprend près de 690 km de cours d'eau, donc l'Asmois et ses affluents, l'Asmois étant vraiment la colonne vertébrale du parc, 86% de forêt, dont 60% de feuillus, et une biodiversité remarquable. Il abrite aussi des richesses patrimoniales que beaucoup parmi vous connaissent certainement, comme le fameux château de Bouillon. Alors c'est aussi un territoire donc très riche, mais donc c'est sur le plan surtout écologique, mais c'est aussi un territoire qui est habité, touristique et économique, où vivent environ 100 000 personnes, dont 40 000 directement dans le périmètre du parc. Alors notre mission au parc national, elle est double, c'est-à-dire à la fois protéger ce patrimoine naturel unique, mais aussi permettre aux habitants, aux visiteurs, aux opérateurs touristiques, etc., aux acteurs locaux d'en profiter durablement. En d'autres mots, trouver un équilibre entre préservation et valorisation touristique, ce qui repose donc sur les épaules, je vais dire, de la quarantaine de chargés de mission qui sont chargés de mettre en œuvre une quarantaine de fiches actions. Et cela jusqu'en juin 2026. Donc ça se rapproche, le terme se rapproche. Alors pourquoi un comité citoyen au parc national, allez-vous me dire? C'est parce qu'en fait, dès 2021, lors des soirées citoyennes qui ont précédé la création du parc national, de nombreux habitants ont exprimé des attentes, des inquiétudes, notamment par exemple par rapport à la pression sur le foncier, à l'afflux touristique aussi, mais aussi une envie claire d'être associé au suivi et à l'avenir du parc national. Donc le parc a choisi d'aller plus loin qu'une simple consultation ponctuelle, comme ça a été le cas lors de la création, mais de créer un comité citoyen permanent inscrit directement dans les statuts de la Fondation du parc national au même titre que le comité scientifique. Il fait donc pleinement partie de la gouvernance du parc national. Alors, pour expliquer brièvement la gouvernance, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le PNVS, donc je dis PNVS, ce sera plus court. Donc, c'est une fondation d'utilité publique qui assure donc la protection et la valorisation de l'ASMOA. Il est piloté par une coalition territoriale qui regroupe une cinquantaine de partenaires publics et privés, dont les communes, les opérateurs touristiques, des acteurs touristiques, le Natagora, Contrat de rivière moins cher, etc., des associations, donc pour garantir une gouvernance partagée. La gestion opérationnelle, elle, repose sur une dizaine d'opérateurs, un organe d'administration qui veille à la stratégie et au suivi financier, et à la coordination globale, et aussi un comité exécutif, donc Nicolas Ancion et Hélène Poncin, qui assurent donc la mise en œuvre de ces fameuses fiches actions avec les chargés de mission du parc. 2 comités consultatifs apportent également des éclairages essentiels, le comité scientifique, mais aussi le fameux comité citoyen. Ils ne décident pas, ils orientent, ils questionnent, ils enrichissent les projets et apportent expertise, vigilance et ancrage local. Alors donc le rôle du comité citoyen, donc comme j'ai dit, c'est un organe consultatif permanent. Donc, il formule des avis, pose des questions percutantes, comme nous le verrons, construit des propositions opérationnelles et apporte un regard d'usager indispensable pour concilier préservation de la nature et tourisme durable. Il va donc nous aider à ajuster nos actions pour qu'elles soient vraiment adaptées au territoire et aux usages touristiques. Et pour expliquer comment ce comité citoyen a été construit, comment il fonctionne et sur quelle méthodologie il repose, je vais maintenant passer la main à Marie Berthollet de la Fabrique éco-citoyenne qui nous accompagne depuis le début de la démarche. Merci Sophie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Donc Sophie, tu peux passer à la dia suivante pour me présenter un petit peu. Donc Marie Berthollet et je travaille à l'ULiège, mais sur le campus d'Arlon. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un campus d'Arlon de l'ULiège. Et je suis développeuse méthodologique au sein de la Fabrique éco-citoyenne, qui est un laboratoire composé de chercheurs, d'enseignants et aussi de facilitateurs. Et on accompagne et on co-construit des processus de délibération citoyenne autour de questions d'environnement. On travaille avec ceux qui font appel à nous, souvent des administrations publiques ou des citoyens, des associations, etc.
Et on accompagne depuis janvier 2025 le Parc national pour la mise en place de son comité citoyen. Tu peux passer à la dia suivante. Pardon. Donc, pour vous présenter les grandes lignes de ce comité citoyen, même si Sophie en a déjà un petit peu parlé, c'est un organe consultatif, c'est-à-dire qui peut faire des propositions et donner un avis, mais pas décider. Il est composé de 24 habitants du territoire couverts par le parc national, donc c'est quand même 8 communes qui sont concernées. Des habitants qui sont tirés au sort, je vous expliquerai un peu plus en détail plus tard. Et c'est un organe aussi permanent, donc qui a vocation à faire vraiment partie de la gouvernance du parc national, mais dont la composition est renouvelée à chaque sujet traité. Qu'est-ce qu'il fait, ce comité citoyen? Il va se réunir pendant un cycle de délibération autour d'un sujet. Un cycle, c'est en gros 4 ateliers pendant lesquels il va enquêter sur le sujet, donc se renseigner, aller interroger des experts, des parties prenantes. Il va aussi délibérer, échanger des points de vue, des expériences, des savoirs. Et ce faisant, il va vraiment développer sa compréhension du sujet, développer son avis, ses idées, et ils vont se mettre d'accord sur quelles propositions ils ont envie de faire au parc national. Il s'est réuni pour la première fois en avril 2025 jusqu'à juin. Et il a travaillé sur le sujet qui était comment le parc national peut-il améliorer la coexistence entre les activités de loisirs et les mesures de préservation de la nature, particulièrement en période d'afflux touristique. Bien oui, dans le parc national, qui est un magnifique terrain de jeu et territoire qui s'articule autour de la Semois, il y a plein d'activités de loisirs qui s'y passent, que ce soit pratiquées par les habitants ou par des touristes. Des activités qui ont lieu sur la Semois, comme le kayak, la baignade, pédalo, la pêche, ou des activités plutôt en forêt, la rando, le vélo, le camping, des scouts, de la chasse, etc. Toutes ces activités peuvent impacter les habitats, les milieux naturels. Et d'un autre côté aussi, toutes les mesures de préservation de la nature peuvent amener des règles, peuvent être contraignantes pour le déroulé de ces activités. Donc l'idée, c'est vraiment de demander aux citoyens comment faire en sorte de faire coexister ces deux aspects. Comment on a fonctionné avec le parc national? Nous, on fonctionne souvent à la fabrique éco-citoyenne, on co-construit parce que chaque projet de participation citoyenne est différent selon le territoire, le contexte, ses objectifs. Et il faut l'adapter à la situation. Et pour cela, on co-construit plutôt que la dynamique d'externalisation qui est plus classique pour un parc national, qui est d'externaliser et de déléguer en fait une mission à un prestataire. Ici, la co-construction, ça implique vraiment d'impliquer le parc national dans chaque étape, dans la construction de la méthodologie du comité citoyen et même dans l'animation des ateliers. Pourquoi on a fait comme ça? Dia suivante. Pardon. Parce que les compétences qui sont nécessaires pour concevoir un comité citoyen et l'animer, elles sont distribuées. Et ni le parc ni la fabrique ne les détiennent entièrement. Donc, la fabrique éco-citoyenne a plutôt une expertise méthodologique, des compétences en facilitation, mais elle n'a pas toutes les compétences du parc national. En fait, d'abord les connaissances sur comment fonctionne le parc national, quelles sont ses actions déjà existantes, et ni l'expertise thématique que les chargés de mission peuvent avoir. Or, ces compétences sont nécessaires à différentes étapes. Le deuxième objectif de la co-construction, c'était de renforcer les compétences internes du parc national en matière de participation citoyenne pour qu'il soit plus dépendant de la fabrique éco-citoyenne et qu'il puisse mener en autonomie ses propres démarches de participation citoyenne. Donc, en co-construisant, les chargés de mission du parc apprennent aussi beaucoup de choses sur les méthodes de participation citoyenne. Et le troisième objectif, c'était de créer du lien entre les agents du parc national et les citoyens, qu'il y ait un dialogue, des interactions directes entre eux pour une meilleure compréhension mutuelle et pour que les citoyens puissent s'appuyer sur des informations solides pour construire leurs propositions. Tu peux passer à la dia suivante. En pratique, on a collaboré à plusieurs niveaux. D'abord, la fabrique éco-citoyenne, qui est en fait 3 personnes, donc moi,
mon collègue Pierre Stassard et un facilitateur Fabien Ledec. Nous, avec les 2 co-directeurs du parc, on a vraiment défini et on s'est mis d'accord sur les grandes lignes du comité citoyen. Mais le gros du travail opérationnel a été effectué par ce qu'on appelle le collectif d'accompagnement, donc la Fabrique éco-citoyenne, plus 2 chargés de mission du parc, dont Sophie Lebrun et Marlène Trufflandier. Et c'est ce collectif qui faisait vraiment ce travail de se réunir très régulièrement, prévoir ce qu'on allait faire avec ce comité citoyen à chaque atelier. On animait aussi ensemble chaque atelier parce qu'on travaille beaucoup en sous-groupe, en table de discussion. Donc, c'est l'idéal d'avoir un facilitateur par table de discussion. Et on faisait aussi tout un travail de débriefing, faire ressortir les apprentissages méthodologiques, ce qu'on pouvait améliorer pour la prochaine fois, etc. Et puis, on a eu tout le soutien aussi d'autres chargés de mission du Parc national, déjà pour définir le sujet de la consultation, apporter leur expertise à certains moments des ateliers et apporter un feedback aux citoyens sur leurs propositions. Voilà, je te repasse la parole, Sophie, pour partager ton commentaire. Marie. Merci beaucoup. Alors, du côté du parc, cette co-construction a vraiment changé notre manière de travailler. On n'était quand même pas habitué à ce genre d'approche. C'était pas un marché public classique où on était dans une relation prestataire-client habituelle, mais bien dans une construction étape par étape. Cela a demandé du temps, de la disponibilité, de la coordination, mais cela nous a permis d'apprendre énormément. Marie évoquait les réunions méthodo, les ateliers de co-design, la préparation, les débriefings qu'il y a eu à chaque fois après les ateliers avec les citoyens. Tout ça a permis d'avancer ensemble, mais d'apprendre, d'ajuster le processus en continu, mais d'apprendre aussi à tout moment, je vais dire. On a aussi mieux compris ce que nécessite réellement la démarche participative, parce que je pense que personne n'en avait l'idée au départ, enfin en tout cas au niveau du parc et des chargés de mission. Donc ça demande de la clarté, du cadrage, un dialogue constant. Donc c'est, voilà, même s'il y a toujours beaucoup de dialogue au parc national, c'est une approche en tout cas différente. Et on a constaté aussi que plus on partage l'information et plus le processus gagne en qualité. Et à titre personnel, je peux vous dire que j'ai appris énormément dans cette démarche, puisque voilà, je suis porteuse de l'affiche, donc j'ai été impliquée davantage que mes autres collègues. Le collectif est vraiment très soudé. C'est vrai qu'il m'a soutenue, par exemple, lors d'un incident à un atelier, au premier atelier où j'étais facilitatrice, j'avais jamais eu cette expérience. Donc voilà, un petit incident pas grave, mais donc oui, tout de suite, quelqu'un du collectif est venu et a repris la main. J'ai développé de nouvelles compétences. J'ai surtout compris que la co-construction, demande donc du temps, de l'implication, de la clarté, mais que c'est extrêmement riche humainement et professionnellement. Et pour vous montrer comment tout cela s'est concrètement traduit dans la méthode, donc je repasse la parole à Marie. Alors, comment se déroule un cycle de délibération? Il n'y a pas que les ateliers citoyens, il se passe des choses avant. Tout d'abord, il faut choisir un sujet de consultation, et je vais vous expliquer juste après comment on a fait. Ensuite, il y a la phase de recrutement des citoyens. Là, on l'a fait par tirage au sort, ça prend quand même un certain temps. Puis à proprement parler, les ateliers du comité citoyen, et ça se termine par la transmission de leur avis, de leurs propositions aux instances décisionnelles du parc, c'est-à-dire les 2 co-directeurs et à l'organe d'administration. Et ensuite, il y a toute une phase de traitement, de prise en compte de leurs propositions au sein du parc, avec un moment de réponse où le parc national va revenir vers les citoyens et expliquer comment il peut et il va prendre en compte leurs propositions. Et de notre côté aussi, toute une phase d'évaluation et de bilan de nos apprentissages méthodologiques. Je vais expliquer un peu plus en détail chacune de ces phases. Donc pour le choix de la thématique, on a fait un atelier avec les chargés de mission du parc national où ils étaient invités à proposer un sujet sur lequel consulter les citoyens. Ils pouvaient proposer un sujet et ils n'étaient pas obligés. Finalement, il y a environ 14 sujets, je pense, qui ont été proposés lors de cet atelier. Et on en a sélectionné 3 à soumettre aux citoyens. En fait, on voulait que les citoyens aient le dernier mot et qu'ils choisissent le sujet sur lequel ils avaient le plus envie de travailler. Pour ça, on a fait un sondage sur Facebook qui a été diffusé dans les 8 communes du parc.
même s'il a été un peu court et qu'on n'a pas eu énormément de réponses, il y a eu quand même une tendance qui s'est dégagée. C'est, vous voyez les 3 sujets. Donc, le premier sujet, la coexistence avec le lynx et les enjeux de connectivité du territoire que ça implique. Le deuxième sujet, c'était la levée d'obstacles dans les cours d'eau de la vallée de la Semois. Donc là, par exemple, lever certains barrages pour permettre une connectivité écologique dans la Semois, mais ça suppose aussi des changements dans le niveau d'eau et ça impacte certaines activités. Et le troisième sujet, c'était comment concilier activité de loisirs et préservation de la nature. Et c'est vraiment ce troisième sujet que les citoyens ont plébiscité. Alors, comment on a choisi, c'était quoi les critères de sélection de ces 3 sujets? Tu peux passer, oui. Il fallait un sujet en fait d'abord qui concerne et qui intéresse les citoyens. Il fallait aussi un sujet sur lequel le parc identifie un besoin de consulter les citoyens, qu'ils ne le fassent pas juste pour la forme, mais que ça apporte quelque chose. Et ça, c'est un sujet qui doit être complexe, faire intervenir différents enjeux, différents acteurs, et pour lequel, en fait, les savoirs scientifiques ou experts ne suffisent pas à trouver des solutions, à trouver des réponses. Et donc, pour lequel il faut consulter les citoyens qui ont une certaine connaissance du territoire dans lequel ils vivent, qu'ils expérimentent chaque jour, et de leurs propres usages. Il faut que ce soit un sujet aussi qui a des marges de manœuvre, c'est-à-dire sur lequel les citoyens peuvent influer, donc où tout n'est pas fixé d'avance, où tout n'est pas figé. Et enfin, il faut que ce soit un sujet saisissable, qui puisse être ancré dans des problématiques concrètes sur le territoire, situées sur le territoire. Donc pas un sujet trop général et hors sol, quoi. Il faut faire attention aussi quand on définit un sujet, ce n'est pas juste définir une thématique, c'est poser une question aux citoyens pour qu'ils sachent clairement qu'est-ce qu'on leur demande de faire, sur quoi on leur demande de réfléchir. Il faut que cette question ne soit pas biaisée. Là, vous voyez, dans la formulation, on parle de coexistence. On ne dit pas comment empêcher les activités de loisirs d'impacter la nature, parce qu'on considère que c'est aussi important de conserver ces activités de loisirs. Et il faut aussi préciser quel est le livrable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend que les citoyens produisent pendant leurs ateliers. Ici, c'était des idées d'actions concrètes à mettre en œuvre par le parc, mais ça aurait pu être donner leur avis sur les actions existantes, ou ça aurait pu être construire une charte avec des principes et valeurs importantes pour les citoyens, etc. Donc ça peut être plein de choses, mais il faut le préciser. D'une part pour que les citoyens sachent ce qu'il est attendu d'eux, mais aussi pour que nous, on sache, ça va nous guider en fait pour concevoir les ateliers et les exercices qu'on va demander aux citoyens. Voilà, Sophie, je te passe la parole. Merci Marie. Alors tu as parlé de cette question donc, qui a été choisie par les citoyens, comment améliorer la coexistence entre loisirs et préservation de la nature, particulièrement en période d'afflux touristique. Qui a-t-il derrière cette question? Quelles problématiques cela pose-t-il et pourquoi était-ce intéressant pour le Parc national justement de consulter les citoyens sur cette question? En fait, c'est un sujet qui est apparu comme central aussi pour le parc parce que le Parc national, c'est à la fois un territoire attractif, mais c'est aussi un territoire très, très fragile. On accueille de nombreux visiteurs, surtout l'été, et certains sites sont soumis à une forte pression, notamment par le bruit, le piétinement de certains sentiers, l'érosion des berges, à cause de, par exemple, des kayaks, les déchets, c'est énorme, le dérangement de la faune, etc. Et en parallèle, les loisirs nature sont importants pour les habitants et pour les visiteurs et pour la vie, je vais dire, économique aussi du territoire. Ils font partie des modes de vie locaux, des habitudes familiales, de l'identité du territoire. Et donc, ce contexte a permis aux citoyens de poser des questions concrètes comme comment profiter... Pardon ? Excusez-moi, j'ai cru que quelqu'un avait dit quelque chose. Comment profiter du territoire sans le dégrader? Et c'est pour cela que consulter les citoyens, c'était important parce que ce sont les premiers observateurs du territoire. Ils connaissent bien les lieux puisqu'ils y vivent. Ils sont sensibles aussi à la dégradation des lieux éventuellement
les moments où ça déborde, quand il y a des comportements à risque, ils le voient eux-mêmes, puisque quand ils randonnent, par exemple, ils voient tout ce qui ne fonctionne pas. Et ils sont aussi capables de proposer des pistes concrètes, adaptées et réalistes, même s'ils ne sont pas des professionnels, je vais dire, du tourisme. Donc, on est venu chercher l'expérience vécue du terrain pour nourrir l'action publique. Et là, maintenant, pour la suite, je vais laisser la parole à Marie pour expliquer comment nous avons constitué ce comité citoyen. Oui, donc la deuxième phase, c'était le recrutement de 24 citoyens par tirage au sort. Pourquoi 24? Parce qu'on en voulait en moyenne 3 par commune et qu'il y a 8 communes. Mais on a quand même pondéré ce chiffre selon l'importance du territoire couvert par le parc national dans chaque commune et le nombre d'habitants de chaque commune. Donc vous voyez que Bertry a droit à 4 participants par exemple, parce qu'il y a quand même 10 000 habitants à Bertry, contrairement à Herbemont où il y a plutôt 3 000 habitants environ. Pourquoi un tirage au sort? Parce que en fait dans les projets de participation citoyenne, quand on recrute avec un appel à candidature, on a en fait toujours les mêmes participants, les mêmes profils de citoyens qui participent un peu à tout, qui sont déjà engagés dans d'autres associations par ailleurs, qui ont plutôt confiance en leur capacité à argumenter, à participer, qui ont un niveau d'éducation plus élevé, qui sont convaincus, etc. On les appelle un peu les habitués de la participation. Donc le tirage au sort vise à aller chercher, à recruter plus large, à aller chercher d'autres personnes. Déjà, ils vont recevoir un courrier officiel de la commune chez eux, donc ça va déjà plus toucher plus de personnes. On tire au sort aussi selon des critères de diversité sociodémographique. Donc, bien sûr, on cherche à avoir des gens des 8 communes différentes. On cherche aussi un équilibre homme-femme et un équilibre entre 3 tranches d'âge, de 18-30 ans, 31-50, 51-85. Après, la limite, c'est que les gens, ils reçoivent une invitation à participer, ils sont pas obligés de participer. Donc, il faut quand même être motivé pour participer. Et vous voyez, sur 1600 courriers à envoyer, on reçoit 67 réponses, donc que 4% de réponses positives. Donc, ça limite quand même la diversité et le tirage au sort ne suffit pas à favoriser au maximum l'inclusivité de ce processus. Il faut qu'il soit accompagné d'autres mesures. Et on l'a fait, on a proposé une indemnité de participation. Donc les gens recevaient une indemnité quand ils participaient à un atelier. Il y avait aussi une plateforme de covoiturage, on proposait une garderie, ils avaient droit à un sandwich à la fin de chaque atelier. Donc tout ça va lever quand même des freins à la participation et faire en sorte que le plus de monde possible puisse participer. On peut passer à la dia suivante, Sophie. Je ne vais pas détailler comment on a fait le tirage au sort, on peut y revenir dans la discussion si vous voulez, mais la chose à retenir, c'est qu'on a dû passer par chaque commune, donc faire un gros travail de concertation et d'implication de chaque commune, vu que c'est les communes qui doivent faire le tirage au sort à partir du registre de la population communale. Nous, on ne peut pas du tout y avoir accès en vertu du RGPD. Donc, on a vraiment fait un travail en fait d'accompagnement des communes. Voilà, Sophie, tu peux passer. Alors, pour en arriver aux ateliers, comment ça se passe? Il y avait 4 ateliers, à chaque fois le samedi matin. C'est important de réfléchir à quand vont se dérouler les ateliers pour qu'un maximum de personnes puissent y participer. Là, on a mis le samedi matin pour que les gens qui travaillent à temps plein puissent y participer. Après, ça freine ceux qui travaillent le samedi, quoi. C'était de 9h à 13h dans la commune d'Herbemont, qu'on a choisi pour sa situation assez centrale au sein du parc national. Les 2 premiers ateliers visaient plutôt à découvrir et explorer la thématique, l'ancrer dans des problématiques concrètes et vraiment essayer de comprendre la thématique, alors que les 2 ateliers suivants, c'était plus converger vers ce que les citoyens voulaient proposer au parc national. Mais je vais un petit peu les détailler. Dia suivante. Donc, au premier atelier, les gens arrivaient, ils faisaient connaissance entre eux, ils faisaient connaissance avec le fonctionnement du comité citoyen, ils découvraient la thématique, et la thématique reste assez générale. Donc, ils devaient quand même, d'abord, ils ont dû faire un travail d'ancrer cette thématique dans des problématiques concrètes que eux ont constatées sur le territoire.
Et puis, ils ont dû choisir quelles problématiques ils voulaient approfondir dans la suite des ateliers, parce qu'on n'avait pas le temps, en 4 ateliers, de tout traiter, de traiter toutes les problématiques. Donc, ils ont choisi, vous voyez là les grandes problématiques qu'ils ont identifiées. Déjà, on voit qu'il y a quand même une asymétrie, que c'est beaucoup voilà, quels loisirs ont un impact négatif sur l'environnement. Donc, on perd un peu l'autre aspect. Ils ont choisi de travailler sur les loisirs en rivière et sur les sentiers surfréquentés et dégradés en lien avec la concentration touristique. C'est-à-dire qu'il y a des sentiers et des endroits qui sont beaucoup plus connus ou mis en valeur et où tous les gens vont et donc ils sont plus fréquentés et plus dégradés. Et ils ont choisi aussi la problématique transversale des déchets qui se retrouvent le long de la Semois ou le long des sentiers. Ensuite, à la fin de cet atelier, ils ont dû choisir, ils ont dû définir de quelles informations ils avaient besoin pour travailler sur ces problématiques, quelles questions ils se posaient et quels experts en fait ils voulaient rencontrer. On leur a proposé une liste d'experts. Ils ont choisi donc quels experts ils voulaient rencontrer et nous on a contacté ces experts et on les a invités à venir à l'atelier 2. Donc l'atelier 2, dia suivante. À l'atelier 2, voilà, les citoyens ont vraiment pu interroger, discuter avec les experts. Quand je dis experts, c'est au sens large, ça pouvait être des scientifiques, mais aussi des personnes des services publics, du SPOE, du DNF, aussi des acteurs socio-économiques comme un loueur de kayak ou un guide nature. Donc voilà, l'objectif de cet atelier, c'était vraiment que les citoyens enquêtent sur les problèmes pour mieux les comprendre et commencer à identifier aussi des pistes de solutions. Ce qui était important aussi, c'était que les experts étaient bien briefés en amont sur leur rôle, donc pourquoi les citoyens faisaient appel à eux pour répondre à quelles questions, et aussi sur leur posture, donc qu'ils étaient là pour partager leurs connaissances, mais pas pour dire aux citoyens ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est vraiment aux citoyens de décider de ça, de construire leur avis. Ce qui nous a mené au 3e atelier où les citoyens ont fait un bilan de tout ce qu'ils avaient compris, appris, et ils ont commencé à construire leurs propositions. On leur a donné un outil pour ça, c'était la fiche proposition citoyenne. Qu'est-ce que ça comprenait une proposition? D'abord, la description de la proposition, c'est vraiment la mesure concrète qui devrait être appliquée. Mais il y avait toute une série de choses autour de ça. Donc, à quelle problématique cette proposition vise-t-elle à répondre? Quels sont les effets recherchés par cette proposition? Puis penser un peu à la faisabilité. Quels sont les acteurs ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette proposition? Aussi, une case importante, c'était les valeurs et principes. Qu'est-ce qui est important pour les citoyens derrière cette proposition? Et ça nous a permis de faire ressortir toute une série de valeurs et principes importants pour les citoyens, pour vraiment mieux comprendre ce qui leur tenait à cœur. Il y avait aussi une case pour leur questionnement et incertitude, et souvent ça concernait la faisabilité de leurs idées. Donc on est ressorti de cet atelier avec 10 fiches propositions et une demande des citoyens d'avoir du feedback sur leurs propositions pour les aider à les améliorer. Donc du feedback des chargés de mission du parc qui travaillaient sur les sujets concernés et du feedback aussi de la fabrique éco-citoyenne. Donc on a organisé ce feedback. On a aussi structuré leurs propositions parce que plusieurs pouvaient se rassembler. Plusieurs propositions étaient similaires. Donc on les a structurées en 4 axes. Et tu peux passer à la dia suivante pour vous montrer les 4 axes. Le premier, c'était la sensibilisation au respect de la nature. Je pense que c'était là où il y avait le plus de propositions, en fait. Le deuxième axe, c'était la gestion des flux touristiques et de la mobilité. Le troisième axe, c'était les aménagements pour les loisirs en milieu naturel. Le quatrième axe, c'était l'axe plutôt gouvernance, le fonctionnement du comité citoyen. Donc pendant ce dernier atelier, les citoyens ont reçu le feedback sur leurs propositions. Donc du feedback du parc national qui disait ça se rapporte à ce qu'on fait déjà. Donc ils faisaient vraiment le lien avec ce qu'ils faisaient déjà. Et puis ils ont utilisé tous ces feedbacks-là pour améliorer leurs propositions, les encoder déjà dans l'ordinateur pour commencer à écrire leur rapport.
Ils ont choisi aussi leur porte-parole qui présenterait en fait leur avis, leurs propositions aux instances décisionnelles du parc le 26 juin en soirée. Voilà, Sophie, je pense que je suis arrivée au bout. Oui, ah bah alors voilà, on arrive à la fameuse soirée où le rapport a été présenté devant l'OA et le comité exécutif, hein, et cette fresque a été réalisée lors de cette soirée, et elle illustre vraiment toute la dynamique de ce rapport et de ce comité citoyen. Alors, cette partie ici donc présente les propositions citoyennes que Marie a évoquées juste avant, donc par rapport aux 4 axes qui ont été réalisés par rapport à la restructuration qui a été faite à l'aide de la fabrique éco-citoyenne par rapport à toutes les propositions du comité citoyen. Et donc, comment donc le parc peut-il améliorer la coexistence entre activités de loisirs et mesures de préservation de la nature, qui était la question centrale. Donc, ces 4 axes vont vraiment aider à pouvoir répondre. Alors, le premier, Marie l'a dit, le premier point qui revenait souvent, la sensibilisation. Les propositions de cet axe visent donc à sensibiliser, à informer les habitants, les visiteurs de la vallée de la Semois pour adopter des comportements plus respectueux de la nature pendant les activités de loisirs, à travers notamment une communication qui va toucher beaucoup plus de monde possible sur les comportements adoptés, parce que c'est vrai que les membres du comité citoyen trouvaient que c'est ça qui manque un petit peu, et même souvent, c'est que voilà, on ne reçoit pas, on ne diffuse pas assez d'infos aux touristes et aux usagers, enfin aux habitants qui pratiquent des activités de loisirs. Et donc l'idée centrale, donc renforcer le respect spontané de la nature. Le deuxième point, les flux touristiques, la mobilité, c'est des propositions qui doivent permettre d'améliorer la gestion des flux touristiques, surtout dans des endroits où il y a énormément de touristes. Je pense, il y a le château de Bouillon, mais il y a le tombeau du géant, il y a la balade des échelles, par exemple, près de Frahan. Je veux dire, c'est des endroits où l'été, il y a énormément de touristes, donc il y a également des choses à faire de ce côté-là, et en termes d'accessibilité aussi, pour pallier le problème de la voiture individuelle et permettre davantage de développement de transport public, notamment, ou de la mobilité douce. Donc pour désengorger en tout cas, mais sans interdire bien entendu l'accès au site. Le troisième axe, l'aménagement pour les loisirs en milieu naturel. L'entretien des sentiers est quand même ressorti assez souvent, parce que là aussi, dans les endroits où il y a quand même une polarisation des activités, et canaliser les arrêts de kayak, même si effectivement les zones d'embarquement, débarquement sont pourtant normalement cartographiées, il n'y a pas suffisamment d'informations à ce niveau-là, et peut-être donc il faut organiser davantage l'accès à des zones supplémentaires, ou en tout cas mieux communiquer à ce niveau-là. Et le quatrième axe, le suivi et la gouvernance, assurer la transparence, la reconnaissance, la continuité du comité citoyen, c'est vraiment pour s'assurer que le comité citoyen fait partie, repris dans les statuts de la Fondation, a une place importante, même si c'est un avis uniquement consultatif, mais donc c'est s'assurer qu'il y a une représentation également dans l'OA, ce qui était le cas puisqu'il y a eu l'élection d'une représentante du comité et d'un suppléant, et également à la coalition territoriale, puisque tous les deux ont été également intégrés dans la coalition territoriale. Alors, je voulais juste donner quelques exemples. C'est vrai que Marie en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que par rapport aux activités qui posent problème, c'est vrai que voilà, on revient souvent un petit peu sur des conflits d'usage aussi, notamment entre kayakistes, pêcheurs, baigneurs, etc. Les gens qui s'arrêtent dans des zones non autorisées ou dans des zones protégées. Voilà. Alors, Marie a évoqué aussi, lors du troisième atelier, c'est vrai que les citoyens ont également voulu parler des valeurs et des principes fondamentaux qu'il y a derrière les axes qui ont été identifiés. Ils estiment que ces valeurs et principes doivent guider l'action du parc national. Plus de 25 valeurs et principes ont émergé, mais la fabrique éco-citoyenne donc les a synthétisés en 5 grands axes. Le premier, l'équilibre entre tourisme, cadre de vie et biodiversité. Donc,
notamment dans le cadre de la préservation des zones sensibles et pour limiter les nuisances. Le deuxième, préservation de la qualité de l'environnement et du cadre de vie, réduire la pollution, encourager la mobilité douce, etc. Donc, pour avoir une vallée de la Semois plus préservée, qui sera donc dès lors plus attractive. Les troisièmes valeurs et principes, droit à l'information, à la sensibilisation, donc informer vraiment clairement sur les comportements responsables, les bonnes pratiques, etc. et les sanctions qu'il y a aussi derrière. Donc, pour amener chacun à être un peu plus responsable et adopter donc une attitude plus respectueuse, mais sans contrainte, bien entendu. La quatrième valeur et principe, l'accessibilité et la mobilité durable, donc faciliter l'accès au site autrement que par la voiture individuelle, et aussi essayer d'inciter les gens à aller même aussi dans des zones qui sont peut-être moins connues, mais qui sont tout aussi intéressantes pour justement mieux gérer ces flux. Et donc, le respect de la nature passe aussi donc par une mobilité qui est repensée. Et enfin, le cinquième point, l'attractivité du territoire. Donc, les citoyens rappellent que préserver la nature, c'est aussi préserver l'attractivité du territoire. Ils n'ont pas envie qu'on interdise, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, un tourisme durable qui va être mieux réparti pour eux, mais qui profite à tous et renforce donc l'économie locale. Donc, ces valeurs et principes traduisent donc une vision partagée, celle d'un territoire vivant, accueillant et respecté, où la nature et les activités humaines peuvent coexister harmonieusement. Alors, quels ont été les apports et quels seront-ils encore, les apports pour le parc national? Alors, ce que les instances du parc retiennent, en tout cas de cet avis citoyen, c'est que quelque part, déjà, ils confirment quand même que des choses qui avaient déjà été amorcées dans le plan d'action, donc étaient bien utiles, en termes de mobilité douce, par exemple de formation de guides, que ce soit de guides rivières, de guides nature, également la charte du bon usager. Mais aussi qu'il affine certaines priorités, notamment sur la question de la sensibilisation, qui était déjà aussi au cœur de nos préoccupations, la sensibilisation humaine et le ciblage de sites sensibles. Ça, nous y avions déjà un petit peu pensé, mais donc là, vraiment, moi, ça met en lumière quelque chose qui est très important et surtout, ça ouvre de nouveaux champs. Et comme par exemple la mise en avant de parcours éco-responsables ou la réflexion justement sur les zones d'accueil des kayaks, comme je le disais tout à l'heure, les zones d'embarquement, débarquement, où là, il y a vraiment une problématique et sur laquelle nous ne travaillons pas actuellement. Il n'y a pas de fiche action qui existe à ce niveau-là. Donc, en somme, cet avis, ce n'est pas une remise en cause de la stratégie du parc national, mais c'est un regard complémentaire qui va être aussi, bien sûr, très utile pour la suite. Alors, pour l'avenir, justement, puisque je dis pour la suite, mais donc le deuxième cycle va bientôt démarrer. Donc, les citoyens vont être consultés début 2026 pour donc le nouveau plan opérationnel du parc national, puisque je vous ai dit que l'actuel se termine au mois de juin 2026. Et ils vont pouvoir donc donner leur avis et soumettre leurs propositions d'action. Donc, mais voilà, ils vont être un petit peu orientés au départ par les instances du parc et les chargés de mission. Je passe la parole à Marie. Oui, donc vous voyez, j'ai vu une question dans le chat qui demandait à quelle fréquence les cycles sont organisés. Donc là, vous voyez qu'on est à un par an pour l'instant et que c'est à chaque fois sur donc, un sujet différent. Et le parc national a eu des financements jusqu'à, il me semble, juin 2026, mais après, il y a un questionnement et il s'attend à avoir aussi moins de moyens, moins de ressources humaines, de moyens financiers. Or, ce comité citoyen nécessite quand même assez bien de ressources humaines pour être organisé, dans les conditions actuelles en tout cas. Donc, on peut se demander dans quelle forme est-ce qu'il prendra à l'avenir, si moins de moyens peuvent être consacrés, comment adapter la méthode pour qu'elle conserve sa qualité, mais que ce soit quand même réaliste et faisable de la mettre en place. On est dans ce dilemme-là, on est en train d'y réfléchir actuellement. Et voilà, pour conclure, la participation citoyenne fabrique. Attends, tu peux mettre le précédent. Pardon, autant pour moi. Donc ça fabrique, on a vu des pistes de solutions, des idées. Des nouvelles, ça transforme quand même les relations entre institutions et citoyens avec la création de vrais espaces de dialogue et de rencontres pour une meilleure compréhension mutuelle. Et ça fabrique aussi de l'engagement citoyen, parce que les citoyens qui ont participé
ne connaissaient pas forcément très bien le parc national au départ. Maintenant, le connaissent, se sentent concernés, y ont contribué. Et on a vu que certains développaient quand même un assez fort engagement, notamment la personne qui a été élue comme représentante à l'organe d'administration du parc. Merci à tous pour votre écoute. J'ai juste oublié de dire que, bien sûr, par rapport à ce premier comité et à ce qui en ressort, par rapport à leur rapport, donc il y a eu un suivi, un comité de suivi qui a commencé à bien analyser leurs propositions. Et nous avons cette semaine justement une soirée réponse avec les membres du comité citoyen, l'organe d'administration et le comité exécutif, donc pour pouvoir déjà apporter des éléments de réponse par rapport aux actions qui ont déjà été faites, aux actions qui sont en cours et aux pistes qui pourraient être proposées pour la suite, donc déjà pour amorcer aussi donc le deuxième cycle et ne pas les laisser justement sur leur fin et voilà avec un rapport émis et pas de suite quoi. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute. Voilà. Merci Sophie, merci Marie, merci pour la qualité des interventions et du contenu. Il y a eu quelques questions, donc je vais les relayer maintenant. Il y avait notamment, la première question, c'était concernant la différence parc national, parc naturel, et ce que ça impliquait. Jérôme, donc le directeur de la fédération, a fait un copier de réponse dans la conversation de la réunion. Donc voilà, je pense que la personne qui avait posé la question a pu voir cette réponse. Si c'était pas complet, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais donc voilà, je vous conseille d'aller lire là. Pour qu'on en vienne vraiment aux questions concernant le comité citoyen. Donc, il y avait des questions vraiment sur l'organisation. Donc, Marie, tu en as brièvement parlé en disant qu'on pourrait en reparler dans la discussion, mais il y avait quand même une question concernant les participants du comité, savoir comment ils sont tirés au sort concrètement. Est-ce que ça, tu peux quand même le préciser brièvement? Oui, donc alors il y a tout un protocole pour tirer au sort à partir du registre de la population et comment dire, on tire au sort un certain nombre de personnes dans chaque catégorie, donc un certain nombre de femmes, un certain nombre de personnes de 16-30 ans, etc. Et quand je dis on, c'est les communes, hein, c'est les services population. Et les communes envoient un courrier d'invitation à participer au comité citoyen. Ce courrier d'invitation est écrit par nous, par le collectif d'accompagnement, donc Parc National et Fabrique éco-citoyenne. Il est signé par les bourgmestres et les co-directeurs du parc, donc c'est vraiment un courrier officiel. Les citoyens sont invités à participer et s'ils souhaitent participer, à répondre via un formulaire en ligne ou papier. Et c'est moi qui reçois en fait ces réponses au formulaire et qui traite les réponses. Donc, qui fait en sorte de refaire une sélection parmi les répondants. En partie, je refais une sélection en partie par tirage au sort, mais en respectant les critères de diversité. Et puis, j'appelle par téléphone les 24 citoyens qui sont finalement sélectionnés pour confirmer leur participation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, merci, ça me semble déjà bien complet. Et du coup, je continue avec une autre question qui, la personne demandait là un peu justement la motivation des citoyens, leur implication. Est-ce que c'est des personnes qui étaient réellement intéressées, qui suivent au fur et à mesure des réunions qui sont présentes, ou est-ce qu'il y a un déclin dans les participations? Et alors, une personne demandait même le positionnement des personnes par rapport à l'outil même parc national. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui étaient opposés au projet ou est-ce que tout le monde a vraiment suivi le mouvement avec enthousiasme? Oui, il faut toujours s'attendre à une perte de participants dans ces longs processus de plusieurs ateliers et recruter un peu plus de personnes qu'il nous faut réellement. Et donc, on a commencé avec 24, donc vraiment inscrits, mais dès le départ, il y en a 3 qui étaient absents et qu'on n'a jamais su, rattraper, quoi. Pourtant, ils étaient motivés, ils avaient confirmé par téléphone, etc. Donc, on a finalement commencé avec 21 et au dernier atelier, ils étaient 19. Donc, on a perdu 2 participants encore en cours de route.
Voilà, donc finalement 19 c'est pas mal, ils étaient assez bien motivés. Il y a aussi toute une convivialité, une dynamique de groupe qui s'installe, donc ils ont envie de se revoir d'une fois à l'autre, ils partagent toujours un verre, un moment convivial à la fin, donc ça fait partie aussi des motivations. J'ai vu aussi une question sur est-ce qu'il y en a enfin, quels étaient leurs intérêts et est-ce qu'il y en a qui étaient mandataires politiques. Donc nous, on vérifie, enfin, on leur pose la question dans le formulaire de réponse, êtes-vous mandataire politique? Et en fait, on ne recrute pas de mandataires politiques, quoi. On veut des citoyens. Et c'était quoi l'autre question? Oui, dans leur motivation, souvent, c'était plutôt leur attachement à leur territoire et à la nature, en fait, à la beauté de leur environnement, etc. Je vois qu'il y a une question aussi, pardon, de Thomas Weasley. Avez-vous des contacts avec le DNF pour toutes les questions de délinquance environnementale? Dans le cadre des ateliers de réunion avec les experts, justement, il y avait un agent du DNF qui était là pour pouvoir écouter, témoigner, rappeler la réglementation. Mais de toute façon, le parc national, pas plus tard qu'hier, avait réunion encore avec tous les chefs de cantonnement et tous les agents DNF du territoire du parc, justement, pour divers points et liés à pas mal de fiches actions. Donc, je veux dire, oui, le contact avec les agents des DNF est constant, hein, je veux dire, sur de nombreux problèmes, de nombreuses fiches actions, quoi. Et même dans ce contexte, donc, du comité citoyen, ça a été le cas, quoi. La question, peut-on bénéficier du rapport? Oui, normalement, il est accessible en ligne. Je vais regarder le lien. Je ne sais pas s'il y a un moyen Si pour tu as vous le lien, tu l'envoyer. peux le déposer dans la conversation. Tu peux le noter là et comme ça, Oui. Si c'est OK, si c'est public, les personnes intéressées pourront aller voir. Oui. Super. Le temps passe, donc merci beaucoup pour votre intervention, pour les questions. S'il y en a encore et qu'on a encore un peu de temps à la fin, je pourrais vous donner à nouveau la parole. Mais là, je propose qu'on passe à la présentation de Stéphane du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui? On t'entend, oui. Oui. Eh bien, bonjour tout le monde. Et j'ai la chance d'être accompagné d'autres personnes. Charlotte l'a expliqué tout à l'heure, mais il y a Thomas Weasley, garde forestier sur le cantonnement de Malmedy et plus précisément du triage de Bosrange. Il peut peut-être lever la main, comme ça on le voit. Voilà, voilà. Et parmi tous mes stewards, il y en a plusieurs qui étaient motivés pour venir participer à ce webinaire. Et donc, j'ai fait un tirage au sort aléatoire. Et c'est finalement ici un couple de stewards, Alain et Christine, qui peuvent faire un petit coucou aussi. Ils sont avec leur équipement spécifique de stewards dont je parlerai tout à l'heure. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vais partager mon PowerPoint. Je ne sais pas si on me verra toujours ou pas. C'est pas très, 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 très important. Oups. Non, c'est pas ça que je devais faire. Désolé. Voilà. Et voilà, ici je le mets en diaporama. Ting, ting, ting. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui? Très bien. Tout le monde voit bien? Oui. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Et nous, la manière de pouvoir présenter une participation citoyenne dans la mise en place d'une stratégie de tourisme durable sur le territoire, c'est via notre projet Stewards qu'on a au parc naturel Haute-Fagne-Eiffel. Et ce projet, il a pour objectif d'avoir une équipe sur le terrain pour pouvoir informer et sensibiliser les promeneurs
historiquement, pour expliquer un petit peu la genèse du projet, on avait aussi, nous, soumis une candidature pour devenir parc national. On a parlé tout à l'heure du distinguo entre parc naturel et parc national. Notre candidature n'a pas été retenue, mais c'était un dossier assez important, avec beaucoup d'objectifs, beaucoup d'actions prévues dans le cadre de cette candidature. Et la région wallonne a décidé de quand même subventionner différentes actions qu'elle trouvait particulièrement intéressantes. Et l'une d'elles, c'était d'avoir une équipe sur le terrain pour informer et sensibiliser les promeneurs. Je vais aussi laisser la parole à Thomas Weasley, le garde forestier, peut-être maintenant pour pouvoir parler un petit peu par rapport à avant les stewards. Il existait déjà quelque chose, il existait des surveillants auxiliaires. Et moi, j'ai été engagé au parc naturel Haute-Fagne-Eifel pour ce projet stewards. Je n'y étais pas avant. Lui était déjà en place au DNF et il pourra mieux en parler que moi. Et c'est une manière aussi d'un peu équilibrer le discours. Si Thomas veut bien prendre la parole. Oui, donc bonjour à tous. Comme Stéphane a dit, donc je suis le garde forestier ici sur le territoire de Botrange, le triage de Botrange, sur le cantonnement de Malmedy. Donc l'historique d'où on en est arrivé à avoir des stewards ici sur le terrain, c'est aux alentours de 2011. Il y a eu un très très gros incendie dans les Fagnes qui a ravagé presque 2000 hectares de Fagnes. Et partant du principe qu'il y avait de plus en plus déjà à l'époque de touristes qui arrivaient, que plus que très probablement c'était les touristes qui avaient malencontreusement allumé l'incendie. Eh bien, on a, partant du constat que les gardes forestiers n'étaient pas suffisants en nombre pour surveiller à l'époque presque 5000 hectares de réserves naturelles, il s'était dit pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à des bénévoles de venir surveiller les réserves naturelles quand il y a des risques d'incendie. Et donc, il y a eu un fort engouement à cette époque-là de personnes bénévoles qui finalement n'étaient pas bénévoles complètement, puisque il y avait toute une partie des fraiements qui étaient pris en charge par la région wallonne. Et donc, il y a eu tout un tas d'installations qui ont été faites, des tours de vigie, par exemple, qui ont été construites, où la fameuse tour de Botrange, du signal de Botrange, elle a été aménagée à l'époque pour que surveillants auxiliaires, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, puissent s'y installer et observer très très loin les départs de fumée. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir un maximum d'yeux sur les parties à risque, pour agir dès qu'il y avait un départ de feu. Dans ce contexte-là, on s'est rendu compte, enfin mes prédécesseurs forestiers se sont rendus compte qu'il y avait aussi une diminution des infractions parce qu'il y avait du monde sur le terrain, que les gens, les surveillants auxiliaires renseignaient les gens correctement, qui prévenaient les forestiers quand ils voyaient des infractions. Et donc, c'est pour ça qu'on a continué à développer cet aspect-là chez les surveillants auxiliaires, donc en leur donnant des missions, pas que de surveillance statique de départ de feu, mais aussi de renseignement général au tourisme. Et malheureusement, ce projet-là a été arrêté parce que problème de budget, hein, donc la région wallonne avait un bureau d'info propre qui était basé à Montrigny dans les locaux de l'Université de Liège, et c'était cette ASBL-là qui s'occupait du bureau d'info, qui pilotait et qui gérait toute la compagnie de stewards, j'ai envie de dire. Et voilà, un jour, la région wallonne n'a plus su financer tout ça, et donc ça s'est arrêté du jour au lendemain. Il n'y a plus personne. On a conservé une petite poignée d'irréductibles qui disaient c'est pas grave, même sans support, nous on continuera à venir, même sans marquage spécifique, on continuera à venir, on continuera à renseigner en tant que simple citoyen les autres et à vous prévenir en cas d'infraction grave ou de départ de feu. Et c'est sur base de ces quelques surveillants-là auxiliaires restants
on a repris le projet. Voilà. Merci Thomas. Je peux peut-être continuer un petit peu ici et puis par moment, Thomas pourra reprendre la parole également. Alors, je reviens à mon diaporama. Vraiment présenter très sommairement notre parc naturel. Donc le parc naturel Haute-Fagne-Eifel qui est un grand parc naturel d'une superficie de 72 000 hectares, 72 000 terrains de football, comme on dit souvent, qui est vraiment à l'est de la Belgique, plus à l'est que Liège, et qui est un parc naturel transfrontalier avec l'Allemagne. Donc il se poursuit au niveau de l'Eifel allemande. Voilà, on le voit un petit peu ici sur la diapositive, sur la carte de droite. On voit c'est la région de Wem, de Malmedy, de Pen, Bulange, etc. C'est aussi en partie la région germanophone, mais donc il y a une partie qui est francophone, une partie germanophone. Donc 72 000 hectares, et c'est aussi un parc naturel qui abrite la plus grande réserve naturelle de Belgique, la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes, avec une superficie de 4 300 hectares, et avec des environnements, des biotopes très variés. Donc, je pense même que pour un garde forestier comme Thomas, c'est toujours un plaisir de travailler sur un domaine comme celui des Hautes-Fagnes, parce qu'en termes de gestion, c'est vraiment très varié. Je confirme. Alors, en petit résumé, une petite carte d'identité. Donc, dans le parc naturel des Hautes-Fagnes, il n'y a pas que, mais il y a entre autres le haut plateau fagnard. C'est vraiment la partie la plus haute de Belgique, avec le point culminant que vous connaissez, le signal de Botrange à 694 mètres d'altitude. Et par le fait d'avoir ce haut plateau fagnard, c'est la région la plus arrosée du pays, avec 1400, avec parfois même jusqu'à 2000 mm de précipitations par an. Il y pleut environ 200 jours par an et on a un enneigement fréquent, donc on a de la neige persistante 50 à 60 jours par an en moyenne, et quand ce sont des hivers très enneigés, on peut avoir environ 140 jours de neige dans les Hautes-Fagnes. Pour la petite anecdote, hier, quand j'étais en train de préparer ce webinaire et j'étais à Botrange, on avait de la neige dans les Hautes-Fagnes, on avait de la neige à Botrange, et je pense que la plupart d'entre vous qui suivez ce webinaire, si vous n'étiez pas dans les Hautes-Fagnes hier, vous n'avez pas pu voir de neige. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit où il commence à neiger le plus tôt et où on peut avoir de la neige le plus tard aussi, parfois jusqu'au mois de mai, voire plus tard. Et grâce à tout ça, grâce à ces caractéristiques, on va avoir une faune et une flore qui sont bien caractéristiques. Alors, on ne va pas entrer dans trop de détails, mais voilà, par exemple, quelques petits exemples de biotopes, de faune, de flore qui sont bien caractéristiques des Hautes-Fagnes. On a la triantale d'Europe, on a le loup gris commun qui est de retour naturellement, donc il n'a pas du tout été réintégré, il est revenu par lui-même. Il y a le tétralyre, qui est l'oiseau symbolique des Hautes-Fagnes. Il y a les tourbières qui sont, donc le mot marécage n'est pas correct, mais ce sont des marais tourbeux, donc c'est à partir d'une mousse, la sphaigne, et c'est un environnement vraiment très caractéristique dans lequel on va trouver une grande diversité de faune et de flore, dont notamment on a des petites plantes carnivores, les drosera, et on a aussi les jolies linéaigrettes avec leurs petites fleurs cotonneuses quand c'est la période de floraison. Avec tout ça, et aussi en particulier par rapport à la neige, mais pas que ça, le parc naturel des Hautes-Fagnes, Eifel, accueille un lot important de visiteurs, entre 800 000 et 1 million de visiteurs par an. Donc c'est quand même vraiment beaucoup. Et on est, pour rappel, sur un terrain qui n'est pas toujours facile d'accès pour les gardes forestiers, où il n'est pas toujours facile de se déplacer d'un endroit à l'autre, notamment par rapport à cette tourbière que je vous montrais tout à l'heure.
Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit qu'avoir des yeux supplémentaires et avoir des personnes supplémentaires pour informer et sensibiliser, c'était quelque chose de très précieux dans le parc naturel Haute-Fagne-Eifel. Et donc, c'est un peu l'objectif du projet Stewart, c'est d'avoir une équipe de bénévoles sur le terrain pour informer et sensibiliser les promeneurs. Donc, ils ont vraiment différentes fonctions qu'ils peuvent tous jouer en même temps. Donc, c'est de l'accueil, c'est accueillir les promeneurs, accueillir les touristes. On parle de promeneurs, mais le mot le plus correct, ce serait usager au sens global, parce qu'on va avoir des skieurs en hiver, on peut avoir des personnes à vélo, en VTT, etc. Il y a des parcours, de nombreux parcours pour les cyclistes, avec des pistes cyclables, etc. On a de l'information, on a de la sensibilisation, on a de la surveillance, on a de la prévention. Alors, pour donner quelques exemples, les stewards, par leur connaissance du terrain, par leur connaissance des Hauts-de-Fagne, vont pouvoir informer les promeneurs sur des sentiers de balade, sur des sentiers de randonnée. Et notamment, quand l'affluence touristique est très élevée, ils vont parfois pouvoir conseiller aussi sur des itinéraires alternatifs qui permettent justement de se retrouver à des endroits un peu plus calmes, pas hors des sentiers battus. On reste toujours bien sur les chemins et les sentiers, mais sur des sentiers qui sont peut-être moins courus que d'autres. La sensibilisation a beaucoup de choses, mais toujours en lien avec la nature, la préservation de la nature. Et donc, parfois, c'est sur le fait d'avoir des bons comportements. C'est expliquer aux gens pourquoi les vélos ne sont pas autorisés sur certains sentiers, sur certains chemins, sur les caillebotis, qui sont ces petits sentiers en bois caractéristiques des Hauts-de-Fagne. Parfois sur le fait donc de bien rappeler que, comme partout en Wallonie, les chiens doivent être tenus en laisse, mais aussi qu'il y a certains chemins où les chiens ne sont pas autorisés. Il y a de la surveillance, par rapport à des risques d'incendie, par rapport à l'état des chemins, des sentiers. Et donc, les stewards vont pouvoir avoir des yeux supplémentaires, en plus de ceux des gardes forestiers, pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Et ils vont rendre compte de tout ça par un petit rapport qu'ils vont rédiger en fin de journée de prestation. Donc, ce sont des informations auxquelles les gardes forestiers ont déjà accès. Et pour l'instant, on est déjà à plus de 800 rapports d'activité de steward. Donc, après chaque chaque prestation de steward, ceux-ci vont rédiger un rapport. Donc, c'est un soutien assez précieux au DNF. Je ne sais pas si Thomas veut en parler plus maintenant ou je te laisserai la parole peut-être tout à l'heure. Pareil. Vas-y, allez, vas-y. Ok. Donc, oui, tu as très bien présenté ça. Donc, c'est surtout une question voilà, de nombre. Hein. Donc, maintenant, la réserve naturelle, elle fait un peu plus de 7000 hectares maintenant. On vient de parler du nombre de personnes, de visiteurs, d'utilisateurs, tu l'as très bien dit, du parc où on frise les millions. Et rien que sur la partie vraiment au plateau, la partie cœur, on est déjà, je pense, entre 6 et 800 000 personnes, puisque c'est là que les visiteurs veulent aller. J'en profite pour répondre à une question que j'ai vue sur comment on établit le nombre de visiteurs. En fait, le nombre, il vient d'un premier projet Interreg qui a été, si je me souviens bien, piloté par l'université de Jean Blou. Et il se basait en fait sur plein de critères. Donc, il y avait les photos de caméras fixes qui ont été passées dans une IA pour compter le nombre de personnes et éviter qu'on compte 2 fois la même personne des animaux ou les personnes en vélo, par exemple.
mais aussi l'utilisation des GSM. Donc, il y a eu un accord avec le bornage sur les antennes, donc sans savoir les informations privées, mais on avait autant de connexions. Et il y avait aussi des détecteurs de smartphones dans les zones, dans des zones spécifiques. Donc, à chaque fois que quelqu'un passait à côté avec un smartphone où le Wi-Fi était ouvert, ce qui est pratiquement tout le monde, l'appareil comptait 1, et donc tous ces chiffres-là, je pense qu'il est disponible en open source, ce projet-là. Et le résultat de leur projet, c'était de ce projet-là, c'était ces chiffres-ci qu'on a maintenant. Donc beaucoup, très très grand espace à surveiller, et malheureusement, on n'est que 3 forestiers de ce plateau-là, de 3 triages. Donc, on a d'autres missions aussi que malheureusement la surveillance et la gestion de ce tourisme-là. Moi, peut-être un peu moins. Moi, je suis un peu plus spécialisé là-dedans, mais mes collègues pas. Et donc, pour nous aider à être plus présents sur le terrain et à renseigner les gens, eh ben, on a évoqué ce qu'on avait avant, les surveillants auxiliaires. Maintenant, on voulait plus qu'ils s'appellent comme ça parce que c'était une connotation trop garde forestier, un peu low cost comme ça. Le but qu'on voulait, c'était pas avoir des surveillants, c'était avoir vraiment des guides. Le mot steward convient bien parce que c'est vraiment prévu. Aider les gens, les renseigner, les informer. Et mieux on va les accueillir et les informer, et moins on aura d'infractions et de problèmes sur le terrain. Et ça se confirme depuis que le projet a été lancé. Nous, on voit très clairement une diminution du nombre d'infractions sur le terrain. Ça se voit par une belle diminution du nombre de procès-verbaux qui sont rédigés sur le terrain par l'ensemble des gardes forestiers. On sait aussi maintenant, on a confiance, et il y a des zones où, quand on sait que les stewards sont présents, on n'y va pas, ou on y va très peu, seulement s'ils nous appellent, quoi. Et on se consacre alors à d'autres secteurs qui sont aussi souvent avec une grande affluence de touristes, et où les stewards ne sont pas présents ou pas encore présents. On a eu pas mal de retours positifs des touristes qui nous disaient c'est vraiment génial depuis qu'elle est steward. On a eu quelques retours un peu négatifs aussi, parce que voilà, tout le monde n'est jamais content de se faire rappeler le bon ordre et la bonne législation, par exemple, ou de ne pas pouvoir aller dans certaines zones. On a aussi quelques stewards qui prennent très à cœur leur boulot, mais tout ça est réglé. On a des très très bonnes communications avec Stéphane, avec les stewards. Le projet il est en continuelle évolution. Nous on apporte des suggestions. Les stewards, eux, nous renvoient aussi des suggestions. On a notamment établi une foire aux questions. Donc tout ça, c'est vraiment chouette. Et nous, on le voit déjà sur le terrain que ça apporte vraiment du bénéfice. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. De la main. Oui, voilà, c'est bien. Alors, je profite de cette dia où je parlais un petit peu des différentes tâches, des différentes missions des stewards, pour rappeler que au moment où on a recruté nos stewards, il y avait vraiment un aspect qui était important pour nous, et on était tous d'accord, les partenaires du projet, à la fois au parc naturel et aussi le DNF, c'est qu'on ne voulait pas du tout prendre des profils qui soient, entre guillemets, des petits shérifs. Donc on ne voulait pas des personnes qui se sentent munies d'une autorité, d'un pouvoir, et de pouvoir se dire je suis un peu comme un garde forestier, je vais pouvoir jouer un rôle de police. Donc c'est absolument pas ce qu'on souhaitait. On souhaitait vraiment avoir une relation très agréable entre les stewards et les promeneurs. Et même s'il y a du rappel à l'ordre par rapport à certaines réglementations, je pense que globalement, il y a vraiment une bonne entente entre stewards et promeneurs, usagers du parc naturel, qui souvent apprécient très fort d'avoir des contacts avec les stewards.
Et on rappelle toujours que c'est au profit, au final, d'une meilleure préservation de la nature dans les Hauts-de-Fagne. Et ça touche en général tout le monde, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, quand avons-nous besoin des stewards? Donc, les stewards, ils vont être actifs, ils vont prester, pas toute l'année, pas tout le temps, mais essentiellement à des périodes où on considère qu'il pourrait y avoir une grande affluence touristique, une grande affluence de promeneurs dans les Hauts-de-Fagne. Ce seront essentiellement les week-ends, les jours fériés, les congés scolaires. Et quand on parle des congés scolaires, on doit tenir compte des congés scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi des congés scolaires de la région germanophone qui ne sont pas les mêmes, en Flandre qui ne sont pas les mêmes, aux Pays-Bas, parce qu'on a quand même pas mal de Hollandais qui viennent, et en Allemagne. Donc on doit tenir compte un peu de tous ces congés scolaires pour avoir une idée. Quand on a dû considérer les prestations pendant les congés scolaires de Pâques au printemps, ça s'est allé sur plus d'un mois, parce que quand on met bout à bout les congés des différentes régions, ben on arrive à plus d'un mois de congés de vacances de Pâques. C'est également quand c'est la belle saison. Alors, la belle saison, ça peut être différents moments. C'est notamment la fin du printemps. C'est également en septembre, en octobre. On a encore vraiment beaucoup de personnes qui se promènent dans les Hauts-de-Fagne. Et un steward, pas plus tard qu'hier, me rappelait que même en ce moment, même pour le moment, parfois, quand il y a pas mal de brouillard, ben, ça donne aussi une petite atmosphère mystérieuse dans les Hauts-de-Fagne, qui plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc, voilà, la belle saison, c'est pas très facile à caractériser. La météo y joue pour beaucoup. Et donc, c'est vrai que quand on a une météo vraiment très mauvaise, avec énormément de pluie, des grosses averses, ben, les stewards savent très bien qu'ils peuvent annuler leur rôle, leur prestation, pour plutôt se rendre disponible à un autre moment où on aura plus besoin d'eux. Les jours d'enneigement sont aussi des moments qui attirent vraiment beaucoup de personnes, de visiteurs dans les Hauts-de-Fagne. Et souvent, comme Thomas le disait tout à l'heure, sur un périmètre qui est souvent très restreint, c'est vraiment sur le haut plateau des Hauts-de-Fagne, autour de la Bargue Michel, du Mont-Rigui et de Botrange, que vont vraiment se concentrer la plupart des touristes de neige, comme je vais les appeler. Alors, après la question du quand, voici la question du où. Les stewards vont rester, vont être actifs sur des secteurs. Ce sont des secteurs qui ont été définis par le DNF, par le chef du cantonnement de Malmedy, en fonction vraiment de là où on a le plus d'affluence, là où les promeneurs viennent le plus souvent. Et je ne te rappelle pas ici vraiment les noms des secteurs, mais des noms d'endroits que vous connaissez peut-être si vous êtes venu dans les Hauts-de-Fagne. Il y a la Bargue Michel, il y a le Mont-Rigui, il y a Botrange, il y a la cascade du Bayon qui est la plus haute cascade naturelle de Wallonie. Il y a la vallée de la Warche, aussi près du château de Reinhardstein, du lac de Robertville. Il y a Zurbrood, avec ce qu'on appelle l'eau noire, ou Noiro, et ce qu'on appelle aussi Bosfagne là-bas. Et à la demande des stewards, on a rajouté un secteur qui est un secteur un peu plus grand et qui est parcouru à vélo. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent venir faire l'activité de steward à vélo. On a considéré que ce n'était pas prioritaire, donc on préfère avoir des stewards à pied, surtout sur certains secteurs, mais ceux qui le souhaitent peuvent également venir prester à vélo pour venir à la rencontre des promeneurs et donc parcourir un chemin plus grand et rencontrer peut-être plus de personnes. Alors, qui sont les stewards? Les stewards, ce sont tous des bénévoles. Et Thomas expliquait tout à l'heure que les surveillants auxiliaires qui ont existé dans le passé étaient des bénévoles, mais avec un défraiement quand même, notamment pour leur trajet. Aujourd'hui, les bénévoles qui sont actifs, les stewards qui sont actifs dans les Hauts-de-Fagne sont de vrais bénévoles qui ne reçoivent aucun défraiement. Donc, même le carburant pour venir jusque dans les Hauts-de-Fagne, c'est de leur poche, c'est eux qui doivent sortir ça. Donc, ce sont vraiment des bénévoles au grand cœur qui viennent vraiment par
passion, par amour de la nature et des Hautes-Fagnes. Les stewards, ce sont des stewards qui sont tous formés. J'en parle dans la diapositive suivante, mais c'est indispensable d'avoir suivi une formation. Donc, il y a une formation obligatoire pour devenir steward. Les stewards sont équipés, donc ils sont à la fois équipés d'un équipement qui leur permet d'être reconnaissables. Et simplement, les promeneurs peuvent aller vers eux et peuvent se dire, ah ben voilà, des stewards reconnaissables auxquels je vais pouvoir poser des questions, demander un renseignement ou si je me suis perdu, demander mon chemin. Mais en plus de l'aspect uniforme qui permet d'être reconnu, il y a aussi un aspect de confort. Donc, on essaye vraiment que nos stewards soient bien équipés. Et le fait qu'on ne puisse pas les défrayer, ben, on essaye au moins que ce soit compensé par des équipements les plus appropriés. Dans les Hautes-Fagnes, il peut faire vraiment très très froid. On peut avoir régulièrement des températures négatives. Ben, ils sont équipés aussi avec des sous-vêtements thermiques en 100% mérinos. Donc, c'est des bons équipements. Également, des crampons qu'ils peuvent mettre à leurs chaussures de randonnée pour marcher sans risque de glissade quand le sol est gelé. Ils sont mieux équipés que nous. Oui. Ils sont mieux équipés que nous. Voilà. Les stewards, normalement, au départ, sont censés travailler en binôme par secteur. Donc, sur chaque secteur, on va avoir 2 stewards ensemble. Et depuis peu, depuis le 12 décembre de l'année passée, suite à une réunion, on a décidé que ceux qui le souhaitent, mais ce ne sera jamais obligatoire, ceux qui souhaitent peuvent également patrouiller en solo. Et ça permet parfois simplement de se décider au dernier moment et de se dire, ah ben voilà, j'ai une demi-journée, je vais venir patrouiller à tel endroit qui est disponible dans l'agenda, sans devoir trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner. Les stewards peuvent être soit mobiles, soit statiques, et je parle de 2 cas, mais toute la gamme existe, tout un continuum entre statique, très mobile et un peu moins mobile. Il y a des endroits où c'est vraiment très pratique d'avoir des stewards qui vont rester toute la journée, notamment près de podiums où la vue est très belle, par exemple à Botrange, en face du signal de Botrange, ou bien le nouveau podium qui a été construit à la Fontaine Périgny, près de la Baraque Michel. Il y a d'autres endroits où c'est pratique d'avoir des stewards mobiles, et là, on ne force jamais rien, on n'oblige jamais rien au niveau des stewards. Ceux qui préféraient être plus mobiles et faire des kilomètres sur leur journée peuvent le faire, et ceux qui, pour des raisons de santé ou autres, ou voilà, un jour on est plus fatigué, ben, ils peuvent très bien être dans une posture plus statique. Et comme je le disais tout à l'heure, mais j'aime le répéter, ce sont tous des amoureux de la nature, des Hautes-Fagnes, et c'est pour ça qu'ils viennent donner de leur temps gratuitement, bénévolement, comme stewards. J'en ai qui viennent de très loin, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais j'en ai par exemple qui viennent de Bruges et qui considèrent que les Hautes-Fagnes, pour eux, c'est la plus belle région de Belgique, et donc ils aiment y venir régulièrement, et pour eux c'est vraiment un choix de venir passer du temps dans les Hautes-Fagnes. Je parlais tout à l'heure de la formation, donc pour devenir steward, ceux qu'on a recrutés doivent suivre une formation de 2 jours. Cette formation-là, elle est obligatoire. Il y a une première journée qui est donnée par un agent du DNF. Dans les premiers temps, ça a été le chef de cantonnement, M. Verda, qui donnait la formation. Maintenant, c'est plus régulièrement Thomas Whistler, justement, notre garde forestier qui participe ici au webinaire, qui donne cette formation. Donc, la première journée de formation, ça permet de mieux connaître le terrain, de mieux connaître les Hautes-Fagnes, les différents secteurs, la réglementation qui est en usage dans la réserve naturelle et en dehors de la réserve naturelle, notamment le code forestier, savoir à quel cas de figure on peut être confronté. Et cette formation, la première journée se donne en matinée de manière plus théorique à l'intérieur, et l'après-midi, ils vont tous sur le terrain, ils vont explorer, découvrir différents endroits des Hautes-Fagnes et surtout des portes d'entrée des Hautes-Fagnes,
qui sont des endroits assez clés où beaucoup de promeneurs vont démarrer leur balade. La deuxième journée de formation, la plus grosse partie, vraiment la partie basique de la deuxième journée, c'est sur la communication non violente, sur la communication assertive, parce qu'on souhaite vraiment très très fort que les stewards aient une relation conviviale, agréable, sympathique, positive avec les promeneurs, avec les usagers, les visiteurs du parc naturel. C'est vraiment très très important pour nous. Et même parfois, si c'est pour rappeler à l'ordre, sur dire Monsieur, Madame, votre chien devrait être en laisse, ben, on souhaite toujours que ça se fasse avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'empathie. Et c'est aussi pouvoir se mettre à la place de l'autre personne. Et donc, je pense que c'est un objectif qui est globalement fort bien atteint par cette formation en communication non violente et assertive. On en profite aussi pour leur parler du tétralyre, qui est l'oiseau emblématique des Hautes-Fagnes, du retour du loup, du retour naturel du loup qui se fait dans les Hautes-Fagnes depuis, si je ne me trompe pas, environ 2018. C'est ça, non, Thomas? Oui, c'est ça, plus ou moins. Ouais, donc voilà. Et alors, en plus de la formation de base, une fois que les stewards ont suivi ces 2 journées, ils peuvent commencer à prester, ils peuvent venir sur le terrain, mais ils ont aussi le choix de pouvoir continuer à se former selon leurs besoins, selon leurs envies. Et donc, on leur propose une formation continue, libre et gratuite. C'est aussi une manière pour nous de les remercier et de les valoriser pour leur précieux apport. On ne le fait pas par défraiement, mais on leur offre des formations qui sont intéressantes pour eux, notamment sur la lecture de cartes, sur l'orientation, une formation au premier secours avec une formation qui est l'équivalent du brevet européen des premiers secours, le BEPS, avec une reconnaissance européenne, sur la chasse, sur la faune et la flore, sur le retour du loup, sur certains aspects historiques. Et aussi, il peut y avoir des remises à jour. Les derniers sujets, histoire et remise à jour, ce sont des formations qui n'ont pas encore été données pour le moment. Mais on a par exemple des stewards qui eux-mêmes sont des experts de certains sujets, de certaines thématiques, et qui aiment pouvoir en faire profiter les autres stewards et partager avec ça. Et donc, je pense que là encore, c'est un bel exemple de participation citoyenne. C'est non seulement d'être des stewards sur le terrain, mais en plus, en tant que stewards, de pouvoir faire profiter les autres stewards de leurs connaissances. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Faune et flore, pour le moment, c'était essentiellement sur les grands mammifères sauvages ongulés de notre région, et sur le loup. Mais j'aimerais pouvoir proposer tout prochainement une formation pour les stewards sur les faunes et flores spécifiques dans la réserve naturelle et qui sont particulièrement fragiles et dignes d'intérêt et de soucis principaux de préservation de la nature. Alors, ce petit graphique, c'est vraiment pour montrer à quel point on veut vraiment que les stewards puissent se mettre aussi à la place des promeneurs, des visiteurs. Et donc, ils sont là pour informer, ils sont là pour sensibiliser. Mais souvent, l'axe d'approche, pour moi, ce sera de se rappeler que les stewards, les promeneurs et visiteurs qui viennent dans les Hautes-Fagnes, nous, en tant que porteurs de projet, le parc naturel et notre partenaire, le DNF, les gardes forestiers, on partage tous quelque chose, et ce quelque chose que j'ai mis symbolisé par un cœur au milieu de ce diagramme, ben, c'est un amour de la nature, c'est un amour des Hautes-Fagnes. Si les promeneurs n'aimaient pas la nature, ils ne seraient pas là en train de se promener sur des sentiers dans les Hautes-Fagnes. Alors oui, en effet, certains promeneurs ne respectent pas certaines réglementations, mais n'empêche que s'ils sont là, c'est avant tout parce qu'ils aiment la nature, ils aiment les Hautes-Fagnes. Et donc, venir par cet axe-là dans la communication, dans la conversation, ça permet très souvent de donner du sens et de convaincre plus facilement. Donc, pour rappel, nous, on ne fait pas du tout de la répression. Les stewards ne vont pas verbaliser, ne vont pas donner de procès-verbaux.
contrairement à un garde forestier qui est, entre autres, parmi toutes ses missions, entre autres aussi un agent de police. Et donc, oui, exactement. Et donc, qui lui pourra aussi utiliser des côtés plus répressifs quand c'est nécessaire. Ici, vraiment, dans le travail du steward, on est plus dans l'aspect donner du sens. Et très souvent, vraiment, les promeneurs voient ça très positivement et sont contents de ce contact, de cette relation qui se tisse avec les stewards. Alors, en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire sur les stewards? C'est que actuellement, on en a 113 qui sont formés, qui sont actifs. Quand je dis actifs, c'est à des niveaux d'activité très variés. Il y en a qui sont vraiment très, très, très actifs. Il y en a qui viennent toutes les semaines. Et il y en a qui sont moins actifs. Et il y en a que je dois encore motiver pour qu'ils soient réellement bien actifs. En plus de ces 113 stewards qui sont déjà formés, il y en a encore 9 qui sont soit en cours de formation, ils ont suivi une des 2 journées de formation, soit qui sont en attente d'une prochaine formation. Alors, pour le moment, c'est pas prévu d'en former dans l'immédiat. Mais voilà, on les garde en réserve de recrutement pour peut-être un autre moment où on souhaitera encore augmenter un tout petit peu cette équipe de stewards, les effectifs actuels. L'engagement au tout début, donc les premiers recrutements se sont faits en juin de l'année passée et on demandait aux stewards de s'engager à venir 6 jours par semaine, 6 jours par an, excusez-moi, 6 jours par an, par semaine ça fait beaucoup, de s'engager à être présent sur le terrain comme steward 6 jours sur l'année. Ici, tout dernièrement, cet été, on vient encore de recruter des stewards supplémentaires. L'objectif, c'était d'atteindre 100 stewards et on l'a dépassé. Et on s'est dit que pour vraiment correspondre à nos besoins sur le terrain, en fonction des calendriers, en fonction des congés scolaires, en fonction des belles journées, on aurait plutôt besoin que les stewards s'engagent à venir 12 jours par an plutôt que 6. Et donc voilà, ça a été l'engagement minimum qu'on attend d'eux pour ceux qui viennent d'être engagés. Ceux qui ont été déjà engagés plus tard avec un engagement à 6 journées par an, on est resté sur cet engagement-là, mais ils savent que c'est très apprécié s'ils font plus que ça, et notamment s'ils font 12 journées. Mais les derniers, la condition pour devenir steward, c'était de s'engager à 12 journées par an, qui peuvent être prestées par des journées entières ou des demi-journées. Donc, on leur permet de venir soit en matinée, soit en après-midi. Et ça convient particulièrement bien parfois à des stewards qui habitent les environs et qui peuvent plus facilement se libérer juste pour une demi-journée. D'un point de vue âge, on a quand même une grande gamme d'âge. Alors, c'est pas de 7 à 77 ans comme les Tata ou comme les jeux MB, mais c'est de 18 à 88 ans pour le moment. Alors, on a un steward de 88 ans. Je ne sais pas vraiment s'il va continuer l'aventure pour le moment. C'est vrai que c'est déjà un âge plus avancé. C'est un ancien surveillant auxiliaire. Je vais essayer de le motiver, mais ces derniers temps, c'était plus compliqué. Mais autrement, on en a plusieurs qui ont passé les 75 ans, 75, 76 ans. Et on a une moyenne qui tourne autour des 65 ans. Et alors, c'est quand même vraiment très chouette d'avoir des plus jeunes de 18, 25, 26, 27 ans. Donc voilà, on a quand même une belle gamme d'âge de stewards. Actuellement, on a environ 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes dans cette équipe de stewards. Et on a quand même pas mal de couples, dont Alain et Christine qui vont vous parler tout à l'heure, qui vont vous partager leur expérience. Donc, on en a plusieurs qui sont venus en couple et soit qui prestent en couple, soit parfois ils prestent avec d'autres personnes. C'est l'occasion aussi de créer du lien avec d'autres personnes. D'un point de vue géographique, on a des stewards qui viennent un peu de tout le pays. Et même, on en a 2 qui viennent d'Allemagne. Un qui est déjà formé, un qui est en attente de formation. Et parmi tous ces stewards, on en a quand même environ 3/4, 75% qui viennent de la province de Liège, dans laquelle se trouve le parc naturel Haute-Fagne-Eifel.
Et parmi ces 75% qui viennent de la province de Liège, on en a environ la moitié qui sont originaires qui habitent sur des communes qui sont sur le territoire du parc naturel Haute-Fagne-Eifel. Donc, globalement, des locaux et donc des personnes qui doivent un peu moins se déplacer pour venir prester comme steward. Mais à côté de ça, à côté de ces personnes qui viennent de la province de Liège ou même du territoire du parc naturel, on en a environ 15% de nos stewards qui viennent d'autres régions de Wallonie ou de Bruxelles. Et on a environ 10%, même un peu plus. Je pense que j'ai compté tout à l'heure, on a environ 14 stewards qui viennent de Flandre. Il y en a qui viennent du Labourg, il y en a qui viennent de Gand, d'Anvers et de Bruges. Donc voilà, on a des stewards d'un peu partout. Par rapport au sujet du webinaire d'aujourd'hui, quelque chose que je voulais aussi rappeler, c'est que c'est un projet test. Donc c'est la première fois qu'on crée ce projet de stewards. Les stewards ont été formés à partir de juin de l'année passée et ils ont été actifs sur le terrain, les premières prestations à partir de début septembre de l'année passée, donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc on a toujours beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à améliorer. Et on a créé un comité de suivi du projet Steward qui se réunit pas de manière fixe à des moments précis, mais environ 2 fois par an. Et dans ce comité de suivi du projet Steward, on a des personnes qui sont des membres du DNF, du cantonnement de Malmedy, des personnes évidemment aussi du parc naturel Haute-Fagne-Eifel, mais on a aussi un panel de stewards qui participent, et tout steward qui a un avis à donner, qui a des suggestions à faire, des commentaires, qui apprécie particulièrement quelque chose ou qui trouve que quelque chose devrait être changé, modifié, amélioré, ils sont vraiment tous invités à s'exprimer avant ces réunions de comité de suivi. Et donc, c'est vraiment une occasion de s'approprier le projet et d'en faire vraiment quelque chose qui est porté, qui est amélioré par les citoyens que sont ces stewards. Alors, j'en arrive déjà tout doucement à la fin de ce PowerPoint, de cette présentation. Et j'en profite vraiment d'abord pour dire tout grand merci aux stewards pour leur temps précieux, pour leur précieux soutien dans ce projet. Sans eux, le projet n'existerait évidemment pas. Et donc, ils participent vraiment activement, concrètement à améliorer la préservation de la nature dans les Hauts-de-Fagne. Ils jouent un rôle très important. Ils sont un soutien précieux aussi pour les gardes forestiers. Thomas en parlait tout à l'heure. Et j'ai régulièrement d'autres gardes forestiers qui me disent bah, oui, on peut vraiment faire notre travail autrement, être présent sur d'autres zones grâce à la présence des stewards. Donc, chers stewards qui m'entendez en ce moment ou qui entendraient l'enregistrement de ce webinaire, un tout grand merci à vous. Et merci aussi à vous tous qui êtes en train d'écouter ce webinaire, de le suivre, pour votre attention. Je coupe le partage du diaporama et je suis vraiment disponible pour certaines questions si vous en avez, ou également laisser un petit peu la parole à Alain et Christine qui sont là pour leur parler un petit peu de ce qu'ils vivent. Thomas est évidemment là aussi pour répondre peut-être à d'autres questions. Voilà. Merci à vous. Merci Je vois beaucoup, qu'il y a déjà Stéphane. qu'il y a une question sur les endroits qu'on cible, comment on cible les endroits. Ça, je peux répondre, et c'est en fait tout simplement avec notre expérience où forcément, moi personnellement, ça fait 10 ans que je suis ici sur Botrange. Mes collègues du plateau sont arrivés pratiquement en même temps que moi. Donc, depuis 10 ans, on a vraiment l'habitude de savoir où sont les zones où il y a régulièrement des infractions, où il y a le plus de monde aussi. Donc, on connaît un peu le comportement de nos touristes de façon générale. Et donc, avec cette expérience-là, on a pu déterminer des zones où il était intéressant d'avoir des stewards parce que c'était des zones un peu compliquées où les gens ont tendance à se perdre, où les gens ont besoin d'une information. Donc, c'est uniquement de ce fait-là qu'on a déterminé
les zones où les stewards étaient actifs. Juste avant d'enchaîner sur les autres questions, peut-être entendre le témoignage de Alain et Christine, comme ça pour ceux qui veulent clôturer avant la suite des questions, on est déjà plus ou moins vers midi, comme ça on pourra passer à la suite avec ceux qui sont intéressés par la réponse aux questions. Voilà. Voilà. Ben, je ne sais pas comment témoigner exactement, par quoi commencer. Mais c'était un choix de vite fait. Hein, c'était un choix quand il y a eu un appel à des personnes volontaires qui aiment marcher, qui aiment les fagnes, etc. Il y a eu un appel qui a été lancé en mai l'année passée avec une réunion d'information, parce que moi, je ne savais pas trop si j'aurais ma place. Et puis finalement, ben, ça nous a intéressés. Bon, on a dit de le faire en couple parce que ben, voilà, c'est plus facile pour nous aussi. Maintenant, il arrive qu'on preste avec une autre personne. Ça peut arriver. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Que ce qu'on a constaté, c'est que le public qu'on voit qui vient en week-end ou qui vient sur de longs congés n'est pas toujours le même. Et il y a beaucoup plus de familles quand ce sont de longs congés parce que les gens louent un gîte. Et donc, ils arrivent, ils sont en fagne et puis ils se demandent, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc là, ben, on est un petit peu, je veux dire, office de tourisme ambulant, si on peut dire, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça ainsi, mais on leur donne un maximum de renseignements sur ce qu'ils pourraient faire d'autre. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gens viennent aussi souvent avec une application et ils suivent leur application et on leur dit, est-ce qu'on peut vous aider? Ben, notre application, on la suit, mais une application, ça donne un chemin, celui qui est renseigné là, mais tout le reste, ils ne l'ont pas. Donc à ce moment-là, ce qu'on a trouvé d'intéressant, c'est que quand on a les familles devant nous, on dit, est-ce que vous savez qu'il y a la maison du parc à Botrange? Est-ce que vous savez que vous pouvez trouver ceci, 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 qu'il y a des chasses au trésor, qu'il y a ceci? Et donc, on amène des renseignements que les gens ne trouveront pas sur une application. Et ça, voilà, c'est un constat, en dehors de tout ce qu'on demande de renseigner, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Et on a des grands sourires, des grands merci, merci beaucoup. Donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est on a aussi une démarche qu'on a faite près de l'Office de tourisme et la Maison du Parc pour pouvoir en dire plus et amener les gens à y aller, à pousser la porte d'un office de tourisme parce qu'ils ne font pas spécialement, ou aller jusqu'à la Maison du Parc où on trouvait pas mal de choses et un endroit pour se poser aussi, pour pique-niquer, pour voilà. Tu veux dire quelque chose d'autre? Oui, par rapport pour prolonger ce que Thomas disait, par rapport au choix judicieux des emplacements, donc on a bénéficié bien sûr de leur expérience, mais on a aussi la possibilité en tant que nouveau steward de se faire écoler par un plus ancien, c'est-à-dire qu'on fait ça en binôme, on peut accompagner un nouveau, et ça permet aussi d'aller montrer les endroits. Maintenant, avec la pratique, on sait les endroits où on va rencontrer les gens, en fonction de l'occupation des parkings, en fonction de la circulation des promeneurs, on sait où ça va être plus calme, où on a plus besoin de nous. Voilà, si on a envie de se balader, on va dans des zones plus reculées, mais le fait d'avoir beaucoup de liberté par rapport à nos prestations, ça permet vraiment de cibler. Et bon, logiquement, on va vers des endroits où on se sent le plus utile. Et voilà, on est content du retour qu'on a de la part des randonneurs. Et aussi, une particularité, c'est que dans les randonneurs, on a deux types de randonneurs. Il y a ceux qui connaissent les fagnes, qui sont des randonneurs habituels et qui viennent et qui nous donnent aucun renseignement. Et puis, on a vraiment tout à fait l'opposé. On a les gens qui débarquent, je veux dire, entre guillemets, de la capitale et qui cherchent ou bien les caillebotis ou bien ils ne savent pas s'ils sont en Botrange ou au Montrigui, mais ils savent qu'ils sont dans les fagnes. Et ils débarquent et ils pensent qu'il n'y a plus qu'à suivre. Donc là, on est vraiment utile. On peut vraiment les guider, les renseigner, comme disait Christine, avec des renseignements qui sont plus touristiques, mais aussi avec le balisage qui est en place, qui n'est pas toujours évident pour celui qui débarque là une première fois. Donc voilà, on a beaucoup de retours positifs. Par rapport il y a une particularité aussi, c'est que par rapport à la langue, c'est qu'on a beaucoup de touristes étrangers. Il y a plus de non-francophones que de francophones. Donc on se débrouille, voilà, et les gens sont très positifs, reçoivent très positivement notre volonté de se faire comprendre et de les aider. Et donc des fois, il y a une ou deux fois où j'ai eu affaire à des personnes dont je n'ai pas su identifier la langue d'origine. Je ne sais pas d'où ils viennent. Eux n'ont pas non plus, mais ils ont compris ce qu'ils voulaient savoir. Et voilà, on s'aide avec une carte, avec la bonne volonté. Donc voilà, ça se passe bien. En gros, c'est une expérience très positive pour les touristes, puisqu'ils nous disent en nous remerciant, mais aussi pour nous, puisqu'on se sent utile dans un milieu qui est quand même assez extraordinaire. On a un très beau contact avec notre responsable Stéphane, avec les forestiers, entre nous.
Donc, en gros, ça se passe pas trop mal, quoi. Et je sais pas, au niveau pratique, parce qu'en tant que maman et grand-maman, quand je vois des gens qui débarquent quelquefois, ça peut arriver que certains ne soient pas du tout habillés pour aller en fagne, qu'il n'y ait pas l'équipement, même au niveau des chaussures, ou que les enfants ne soient pas habillés suffisamment, parce que quand on est sur le plateau des fagnes, quand on approche les 0 degrés, c'est pas chaud, mais quand en plus il y a un vent permanent et qu'on voit des gens s'embarquer avec des gosses qui n'ont pas de moufle, qui ne sont pas équipés, là aussi, on intervient, écoutez, faites attention, regardez, allez plutôt, prenez ce chemin-là plutôt que un autre, celui-là est boueux, vous avez tel type de chaussures, c'est pas adapté. Donc ça aussi, on regarde. C'est comment sont équipés les gens pour ne pas qu'ils s'engagent dans des endroits où ils vont se retrouver vraiment, où ils seront mal. Voilà, c'est vraiment pratique, ça. C'est des choses qui sont quand même régulières, encore plus en hiver, bien sûr. Moi, je sais pas. Voilà, je sais pas ce qu'on pourra encore dire d'autre pour l'instant, en tout cas. On va passer aux questions. Il y aura peut-être des questions. Oui. Hello, tu as centralisé Oui. Merci déjà pour vos interventions à tous. C'était intéressant. Il y a eu beaucoup de questions, mais en fait, vous y avez répondu pendant les présentations. Ce qui peut être quand même intéressant pour aussi des personnes qui voudraient créer des réseaux similaires sur d'autres territoires, c'est de savoir un peu comment est-ce que vous recrutez ces stewards, quel est le taux de réponse, est-ce que c'est facile d'en avoir, est-ce qu'on pourrait en avoir plus pour ne pas qu'ils doivent faire autant de jours de prestations. Voilà, un peu les coulisses du projet. Oui. Alors, oui, j'ai vu un petit peu les questions qu'il y avait ici tout à l'heure aussi. J'ai vu qu'on posait justement la question de pourquoi ne pas en engager encore plus plutôt que de leur demander de prester 12 journées par an. C'est aussi une question par rapport aux équipements qu'on leur met à disposition. Donc, c'est vrai qu'on a fait le choix d'acheter des équipements vraiment de très bonne qualité qui ont certains coûts. Et voilà, on souhaite vraiment qu'ils soient bien équipés pour être bien protégés du froid, bien protégés de la pluie, puisqu'on est dans une région où vraiment il peut faire très froid, il peut pleuvoir parfois beaucoup, neiger, avoir des crampons aussi pour les chaussures. Thomas le disait tout à l'heure, les gardes forestiers ne sont pas toujours aussi bien équipés que ne le sont les stewards. Et donc voilà, on pense que déjà avoir une bonne centaine de stewards, c'est déjà vraiment pas mal. Et dans la réalité, ça devient aussi quand même déjà de plus en plus difficile à gérer un groupe de 100 bénévoles. Donc, je travaille à 3/5 sur ce projet des stewards. Mais c'est vrai que plus on est nombreux, plus souvent je vais être sollicité par les stewards. Et c'est logique qu'ils puissent avoir des questions, des commentaires, qu'ils aient envie d'avoir telle information, etc. Et voilà, donc on a un petit peu réfléchi, discuté de quel serait le nombre de jours qui pouvaient être prestés raisonnablement par des stewards. Il y en a qui prestent vraiment beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y en a qui viennent toutes les semaines, il y en a qu'on voit 3 fois par semaine. Il y en a qui sont parfois plus souvent chez nous que chez eux. C'est qu'ils apprécient vraiment cette activité et que voilà. En effet, je disais tout à l'heure, une moyenne d'âge de proche de 65 ans, on a quand même toute une série de pensionnés. Et je pense que c'est une activité qui leur permet aussi de remplir utilement et de manière intéressante leur journée. Ils trouvent un sens dans cette activité. Ils savent qu'ils le font avec de belles valeurs qu'ils peuvent défendre, pour lesquelles ils peuvent être actifs, qui sont dans un environnement vraiment très beau, très chouette. Je les envie parfois parce que eux sont tout le temps sur le terrain, tandis que moi je suis à Botrange, mais je passe beaucoup plus de temps dans mon bureau que sur le terrain. Et voilà, c'est vrai ils ont la chance d'être dans un très bel environnement. Donc ça, c'est par rapport au nombre de stewards. Alors, c'est pas écarter l'idée de pouvoir encore en engager plus, en recruter davantage. Par rapport à la question tout à l'heure des canaux de recrutement, on a la chance d'avoir quand même déjà un site internet et une page Facebook qui sont vraiment très actifs, très consultés, que beaucoup de personnes viennent voir. Il existe aussi des groupes locaux, donc c'est un petit peu par ces moyens-là qu'on a recruté. Il y avait aussi par rapport au réseau ID, qui est un réseau par rapport à l'environnement partout en région Wallonne, où là, ils ont des offres d'emploi, y compris des offres d'emploi pour des bénévoles. Donc voilà, c'est quelques canaux. Et finalement, par ces canaux, par le bouche à oreille,
aujourd'hui, ça se fait vraiment beaucoup par le bouche à oreille, puisqu'on a de plus en plus de stewards, ils parlent de leur activité autour d'eux. Apparemment, heureusement, ils en parlent quand même régulièrement avec enthousiasme, et donc ça permet à d'autres personnes de se dire, moi aussi ça m'intéresserait, j'aurais aussi envie de passer quelques journées par an dans les Hauts-de-Fagne, et informer, sensibiliser, c'est quelque chose qui me plaît. Je crois que les formations qu'elles ont de suivre, c'est aussi quelque chose de motivant. Je vois qu'il y a un engouement vraiment important, qu'il y a une bonne participation. Il y a beaucoup de stewards qui participent aux formations libres, complémentaires qui sont proposées. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui les enrichit et qui attire peut-être aussi des stewards supplémentaires. Merci Stéphane. Je vois que Thomas a une main levée. Je ne sais pas si vous vouliez amener un complément d'information. Tout à fait. Donc, c'est au niveau du nombre de stewards. Mais il y a aussi le fait que la région ici, elle est quand même fort compliquée, hein. Au départ, ça peut penser, on peut imaginer ça facile. Il suffit de connaître les chemins de balade, les cartes. Mais en réalité, je pense que les 2 stewards qui sont avec nous ici pourront confirmer. Il y en a beaucoup qui arrivent ici en ayant déjà venu souvent ici et qui se disent, tiens, je connais bien le coin, je vais pouvoir faire ça. Et en réalité, une fois qu'ils sont dans le costume de steward, il y a des difficultés qui arrivent. Donc, il faut vraiment connaître le secteur dans lequel on est de façon très pointue pour pouvoir aider le mieux possible les personnes qui ont des questions, qui sont perdues ou des choses comme ça. Pouvoir aider les secours aussi, ça arrive régulièrement qu'il y ait des personnes qui se blessent et le steward est en première ligne pour rentrer en contact avec nous et avec les services de secours. Tout ça, ça demande vraiment de l'habitude, et c'est en venant tout le temps ici, en ayant des contacts très réguliers avec nous, avec les touristes, qu'ils apprennent à voir ceci, à voir cela. C'est des détails qu'on ne saurait pas leur expliquer en formation. Et donc, c'est quand même mieux d'avoir un certain nombre qui viennent régulièrement plutôt que d'avoir une armée et d'avoir des personnes qui ne viennent qu'une fois par an, quoi. On n'aura pas le même rendu sur ces 2 types de personnes-là. Et je rejoins tout à fait Alain quand il disait qu'on a vraiment 2 types de touristes. La grande majorité, les personnes sont ici ou juste parce qu'il y a de la neige, ou alors parce qu'ils ont ouvert leurs réseaux sociaux, qu'ils se sont dit, tiens, ce week-end, où est-ce qu'on va promener? Et dès qu'on marque balade ou Wallonie, on tombe sur Botrange, ils arrivent ici et ils sont complètement perdus. Et c'est pour ça que eux sont vraiment indispensables. Même si, depuis le début, il faut bien se rappeler aussi qu'on a des bureaux d'information avec des agents qui sont en permanence là-bas, qui sont très, très efficaces, mais le public n'a encore pas cette habitude d'aller voir les agents d'information dans les bureaux d'information. Et donc, le fait d'amener l'information aux personnes, on voit qu'il y a vraiment une plus-value terrible à ce niveau-là. Merci Thomas. Juste une chose, il y a aussi par exemple, quand il y a les drapeaux rouges, quand on annonce qu'il y a le drapeau rouge dans les fagnes, les gens se disent, voilà, on ne peut pas aller dans les fagnes. S'ils se renseignent, il y a des endroits où ils peuvent aller dans les fagnes. Maintenant, certains ne comprennent pas que le drapeau rouge, il est hissé déjà au printemps, et surtout au printemps d'ailleurs. Et voilà, on sort de l'hiver, c'est humide, comment est-ce possible que ça soit dangereux? Et donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aller chercher des photos de l'incendie 2011. J'ai des vues aériennes. Et à ce moment-là, en montrant ça aux gens et en leur disant à quelle vitesse ça progresse, là, les gens directement, ils comprennent, ah oui, effectivement, je comprends où est le danger. Mais donc, le fait aussi de montrer ces photos-là, enfin, moi, je suis une visuelle et je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça aussi. Là, ils ont plus conscience de ce qu'est le danger. Mais quand on leur dit, il y a un drapeau rouge, non, il n'y a pas de danger. Ça, ils ont du mal. Certains ont quand même du mal à intégrer l'idée. Voilà. Merci. Je propose qu'on clôture ici parce qu'il est déjà 12h10. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer à l'ensemble des participants, si tu es d'accord, Stéphane, tes coordonnées. Et si certaines personnes ont envie de développer un réseau similaire sur d'autres territoires, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir avoir encore des partages d'expériences. En tout cas, ça provoque pas mal de discussions et de questions, donc c'est intéressant.
Merci à tous pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Merci aux intervenants, merci aux personnes qui ont suivi et qui sont encore là, puisqu'on a pris un petit peu de retard. C'était vraiment intéressant. Donc, nous, c'était notre dernier webinaire ici dans le cadre des projets de tourisme durable. Le webinaire sera accessible certainement la semaine prochaine sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas s'il y a des morceaux que vous avez manqués. Voilà. Je ne sais pas si Charlotte a quelque chose à dire encore. Non, juste merci aux intervenants, c'était vraiment très intéressant, même pour moi qui connais déjà bien le sujet. Et merci aux participants, vous avez été très nombreux et très fidèles tout au long du webinaire. Merci à tous, passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tous.